Bonjour à tous, bienvenue au Théâtre 14, bienvenue pour cette université populaire en partenariat avec l'Université populaire du 14e. On est très heureux de vous accueillir pour cette troisième séance du cycle consacré au football. Et sachez qu'au Théâtre 14, l'Université populaire continue, c'est tous les samedis, alors soit à 10h30 comme pour ce cycle-là, soit à 14h. On rencontre des artistes, des penseurs, des philosophes, des sociologues. On est très heureux d'accueillir Stéphane Beau aujourd'hui. Sachez que le décor n'a rien à voir ni avec le cycle, ni avec Stéphane Beau. Il s'agit du décor d'Herculine Barbin que nous jouons jusqu'au samedi 3 décembre à 16h le samedi. Donc vous pouvez rester à l'issue de la conférence pour assister au spectacle. Bonne conférence à tous. Alors bonjour, donc merci au Théâtre 14 de nous accueillir, merci de cette association. Donc, je vais rapidement rappeler ce qu'on a vu dans les dernières séances et puis surtout présenter aussi rapidement d'ailleurs Stéphane Beau. La première séance de notre cycle a été consacrée au sport, enfin au football comme sport populaire, un siècle de sport populaire, et Marion Fontaine a beaucoup insisté sur les trois périodes du foot. Le début avec la naissance du foot et puis sa difficile popularisation, les années 30-70 avec le football comme identité de la classe ouvrière, et puis après les années 70 les changements avec l'intervention des droits TV et puis de la culture de masse. Et puis la semaine dernière, on a pu entendre l'économiste Richard Duhautois qui nous a montré, qui a beaucoup parlé de l'argent du foot et notamment de la question de l'argent avec les footballeurs, en distinguant l'infime partie des footballeurs qui gagnent très bien leur vie, et puis tous les autres footballeurs et tous les clubs qui ne sont pas dans ce système de l'argent, ou en tout cas beaucoup moins. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le sociologue Stéphane Beau. Stéphane, vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Lille, si je ne m'abuse, et vous enseignez à la fois la science politique, les sciences sociales et la sociologie. Vous êtes un sociologue qui vous êtes intéressé depuis longtemps au monde populaire et au monde ouvrier, ou peut-être même à la classe ouvrière, vous vous êtes intéressé notamment aux trajectoires sociales des enfants d'ouvriers, donc aux trajectoires professionnelles, scolaires des enfants d'ouvriers, également à la condition ouvrière, également à ce qu'on appelle les violences urbaines et à la question des cités, ce qu'on appelle les cités, et puis par les enquêtes de terrain, également aux parcours sociaux des enfants d'immigrés, notamment avec La France des Bellamy qui est sorti il y a quelques années, qui a été publié il y a quelques années. Et évidemment, comme vous vous intéressez beaucoup au monde populaire et aux mondes ouvriers, vous vous êtes aussi intéressé à cette question du football comme sport populaire, avec plusieurs ouvrages. Et d'abord un ouvrage, si je ne m'abuse, je ne sais pas si c'était le premier, sur la grève des footballeurs au moment de la Coupe du Monde en 2010. Je ne sais pas si c'était le premier. C'est le premier, oui. Oui, le premier. Et puis ensuite, en collaboration avec Fabien Archambault et William Gasperini, un collectif sur le football des nations. Donc la question des communautés imaginées, etc., et du lien entre le football le football comme élément national, on pourrait dire ça comme ça, ou comme fait national. Et puis aussi, vous avez publié un petit ouvrage qui est extrêmement synthétique et qui est très bien fait, enfin moi je le trouve en tout cas, qui s'intitule Sociologie du football dans la collection Repères aux éditions de la Découverte, qui traite cette question de la pratique du football, donc la pratique à la fois professionnelle et la pratique populaire, et également la pratique féminine. Avec Frédéric Razera, il pas écrit tout seul. Razera, tout à fait. Et voilà, donc est-ce que j'ai oublié quelque chose en matière de football? Je dirais ce que vous avez oublié, c'est pas grave. D'accord. Et quand même, je précise que tout dernièrement, dans la revue, dans le magazine L'Histoire, il y a un dossier sur le football, évidemment, à l'occasion de la Coupe du Monde au Qatar, et vous y allez collaborer.
Voilà. Donc merci beaucoup. Et on pensait que, compte tenu de vos études et de vos recherches, cette question du collectif dans le football, alors sport collectif, mais aussi culture et dimension collective au niveau national, populaire, etc., était nécessaire. Et donc merci à vous pour cette conférence. Merci beaucoup pour vos présentations et merci beaucoup pour l'invitation. Je disais en blaguant juste avant de commencer que donc, je ne suis pas un spécialiste de sociologie du football. On pourrait dire, comme Ariès disait, un historien du dimanche, je suis un sociologue du football du dimanche ou du samedi. Mais voilà, je vais vous dire un peu pourquoi ça m'intéresse. Donc aujourd'hui, après l'histoire, Marion Fontaine, l'économie, Richard Duhautois, je vais présenter un point de vue, on va dire, sociologique. Alors justement, par rapport à ça, on pourrait dire que je viendrai dans une première partie, qu'on a un paradoxe assez évident, à savoir que le sport, comme vous le savez, est devenu omniprésent, certainement trop, et ça agace beaucoup de nos concitoyens, notamment ceux qui sont politisés. On parle beaucoup plus de... Voilà, donc le foot comme opium du peuple, c'est un thème qui court depuis 30-40 ans et qui aujourd'hui a plus d'actualité que jamais. Mais paradoxalement, si on prend l'exemple de la sociologie, on s'aperçoit qu'en fait ce thème est très peu travaillé, entre guillemets, sérieusement par les sociologues. Alors ça c'est un paradoxe que j'essaierai d'éclairer dans un premier temps de cet exposé. Le deuxième thème que je voulais dire, c'est que c'est aussi marrant la réception des travaux de sociologie du football. Les deux rares fois où j'ai pu parler de football dans un cadre un peu public, c'était dans 3 lieux. Une université populaire d'Arcueil, il y a déjà quelques années, après avoir fait ce livre qui s'appelle Traître à la nation. On a un petit problème de micro. Oui, alors, donc j'ai écrit ce livre dont je parlerai qui s'appelle Traître. C'est pareil. C'est pareil. Ah. Là, ça parle? D'accord, excusez-moi. Traître à la nation. Et ici, deuxième université populaire. Et puis, jamais en sociologie, une fois, des doctorants de sciences politiques de Paris 1 m'ont invité pour parler de ce livre. Mais dans le milieu de la sociologie, on a l'impression que, effectivement, la sociologie du football, c'est pas tendance. Alors, j'avais plusieurs possibilités pour parler de football aujourd'hui, donc on a décidé de travailler cette question du collectif dans le football, et donc pour donner l'argumentation centrale de mon topo d'aujourd'hui, c'est de dire que, bien évidemment, le football est un sport dit collectif, il y a 11 joueurs et aujourd'hui 12 remplaçants, c'est un sport où on se fait des passes, etc. Mais en même temps, c'est un sport collectif travaillé très fortement par des pulsions individualisantes, individualistes, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec une logique de végétariat très importante, si on parle football, on a en tête Messi, Mbappé, Neymar, et avant Pelé, Copa, etc. On a des noms, des vedettes, des figures qui apparaissent, Benzema, Ballon d'Or, et on a tendance justement, dans la présentation médiatique du sport, à oublier tout ce qui se joue de collectif dans ce sport. Donc j'ai essayé de vous montrer ça, et comme je suis enseignant, j'ai fait, donc les deux livres c'est Traître à la nation. Le deuxième livre que j'ai fait, qui est une réédition en poche, mais qui était une réédition assez retravaillée, qui s'appelle Affreux, riches et méchants. Donc vous voyez, l'idée c'est une sorte de détournement du film de Scola, Affreux, pauvre et méchant, pour montrer, voilà, derrière la façade de ces joueurs perçus comme insupportables, des stars, percevant ces sommes, pour les plus connus bien sûr, indécentes. J'ai essayé d'aller voir un peu derrière qu'est-ce qu'il y a cette façade de ce joueur, qu'est-ce qui se cache, par exemple derrière Ribéry, qui a été présenté, j'ai enseigné 3 ans à Nanterre, pour vous donner une anecdote, j'en donnerai pas mal, très significative, à Nanterre, les étudiants de droit, lors d'un concours d'éloquence, n'avaient rien trouvé de mieux que faire une affiche de 5 mètres sur 4 à l'entrée très vaste de la fac de droit de Nanterre, et c'était un dessin avec Ribéry en photo, et avec une phrase qu'il prononçait qui était incompréhensible. Et donc c'était, voilà, si vous voulez pas être Ribéry, participez au concours de l'éloquence. Bon, voilà, il y aurait des tonnes et des tonnes d'exemples de ce qu'on appelle, dans notre jargon de sociologue, de l'ethnocentrisme de classe ou du racisme de classe, dès qu'on parle du football et du footballeur. Alors, il ne s'agit pas de s'instituer en avocat, en défenseur, mais comme toujours, quand on est sociologue, essayer de redonner un peu plus de sens aux pratiques en évitant les jugements de valeur. Alors, donc le plan de la conférence, on m'a dit à peu près 1 heure, j'espère ne pas dépasser, parce que vous aurez sans doute des questions à me poser. Premier point, je vais quand même revenir sur, c'est pas un point annexe pour moi, c'est
pourquoi finalement cette sociologie du football, pourquoi elle est de naissance tardive et pourquoi elle a du mal à s'institutionnaliser. Alors même que, on l'a vu tout à l'heure, on en parlait avec Laurent Godino, alors que même c'est un objet à mon avis très important, très sérieux, très intéressant, mais qui est sous-travaillé par les sociologues. Dans un deuxième temps, je vous expliquerai, j'essaierai de vous montrer plutôt en quoi, qu'est-ce qui se joue de collectif dans l'apprentissage du football, dans les différents stades de carrière de footballeur, parce que on a tendance malheureusement à parler que du football professionnel. Or, le cœur du métier, si on peut dire, c'est le football amateur, les 2 millions de pratiquants. Le football professionnel, c'est même pas 1%. L'essentiel, c'est la pratique amateur ou la pratique hors cadre. Donc, j'essaierai de vous montrer ça. Dans un troisième temps, j'essaierai de vous montrer justement le 1-1 aurait dû être 2, le football comme un sport travaillé par on va dire, l'individualisation des pratiques. Comment ça se passe, notamment avec une question très importante, c'est comment on parle de ce sport, qui parle de ce sport, et la concurrence objective, qui est tout à fait amicale bien sûr, entre sociologues et journalistes, parce que les journalistes ont joué un rôle majeur, peut-être que Marion Fontaine vous l'a dit, mais le football n'existerait pas s'il n'y avait pas eu un travail très très important, dès le début de la naissance de ce sport, des journalistes. Par exemple, les journalistes ont joué un rôle important dans les années 1920-1930 pour rendre le sport moins violent, en faisant des commentaires réguliers sur la violence de ce sport, parce qu'à l'époque, il y avait des jambes cassées, il y avait des joueurs qui jouaient avec des crampons comme ça, voilà, les joueurs n'étaient pas très protégés, et les journalistes ont joué un rôle très important dans la fabrication de ce sport collectif. Et dans un dernier temps, plus anecdotique, mais voilà, comme on est en pleine période de Coupe du Monde, j'essaierai de vous montrer pourquoi aujourd'hui il est difficile de constituer des équipes nationales. Qu'est-ce que c'est qu'une équipe nationale? Quelle est sa spécificité par rapport à une équipe de club? Et pourquoi c'est une alchimie singulière et difficile à trouver que de constituer une équipe nationale? J'ai fait la référence au livre avec Frédéric Razera, qui est un de mes anciens thésards et qui a fait un travail remarquable dont je vous parlerai assez longuement. Alors, premier point, le football, effectivement, un objet longtemps illégitime. Je vais vous raconter une anecdote qui m'avait beaucoup marqué. Pas de manière égotiste, hein, je pense, j'espère en tous les cas. Quand le petit livre Affreux, riche et méchant était sorti en 2015, il se trouve que vous avez sans doute deviné que je suis un ancien pratiquant, un ancien amateur, passionné de football. Bon, j'ai déchaussé les crampons quand une de mes copines, quand j'étais à Sciences Po, m'a mis c'est complètement con de taper dans un ballon. On était des filles d'instit, de bibliothécaire. Je dis, bah, elle a forcément raison. C'est vraiment con de taper dans un ballon. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup travaillé cette histoire. Donc, après, j'ai laissé un peu tomber le foot, mais j'ai toujours gardé un œil sur ce sport, et sachant que je l'ai pratiqué intensivement entre 7 ans et 20 ans, 21 ans. Et quand ce bouquin sort, bon, c'est pas le bouquin du siècle bien sûr, mais je suis avec des copains, d'anciens copains de foot, on se voit tous les 2 ans, on visite des coins de la France, le Cantal, la Bretagne, etc. Donc on a une équipe, une quinzaine de personnes, anciens copains de foot avec nos familles, et on va tous les 2 ans, on fait de l'ascension dans des endroits qu'on aime bien. Et donc on va du côté de Lannion en Bretagne, et là il y a un copain qui nous dit il y a une super librairie, restaurant au bord de la mer, vous devriez y aller, c'est sympa, on y va. Et comme c'est une belle librairie avec des bouquins, il y a des bouquins de la découverte, de la dispute, voilà, donc une Parisienne en rupture et branchée sur les éditeurs de gauche. Et comme un imbécile, je lui offre le bouquin à la fin du repas, pas au début bien sûr, et quand elle voit le livre, elle a un mouvement d'effroi, de recul, elle ne le prend pas. Non, le foot, non, n'en parlez pas, quoi. Absolument scandalisé que je puisse offrir un livre sur le foot. Je dis, mais non, c'est pas anecdotique, c'est un livre, voilà, de sociologie, d'histoire. Ah non, j'en veux pas. Et à côté, il y avait son employé, très sympa, il dit, ah moi je le veux bien. Hein, donc je lui ai donné. Donc ça c'est une anecdote, mais je pourrais en avoir des dizaines de ce type. Hein. Alors pour vous montrer une autre anecdote que j'ai beaucoup aimée, là c'est une anecdote, parce que je suis bien sûr abonné à l'équipe, 9,99 € par mois, donc je lis l'équipe tous les jours avant de lire Le Monde le matin. Et donc un jour j'ai découvert cet entretien avec Denis Podalides, que vous connaissez sans doute, qui est un des grands acteurs français, qui est sociétaire de la Comédie Française. Et dans cet entretien, il raconte effectivement ce qu'il appelle son coming out
footballistique. Quand il est en Cagne, il n'est pas n'importe où, il est à Henri IV, le futur cacique de l'école normale, tout d'un coup l'embarque à voir un match de foot. Et là, il se dit, c'est pas possible, le futur cacique de l'équipe de normale sup qui m'emmène voir du foot, et alors que c'était une passion honteuse pour lui, dans cet univers super lettré et super chic d'une Cagne littéraire à Henri IV. Donc voilà, c'est intéressant pour voir que dans cette génération-là, y compris la mienne, bien évidemment, c'était pas du tout tendance de déclarer sa flamme pour le sport, pour le foot. C'était un objet vraiment illégitime. Et dernier exemple qui vous marquera sans doute, Albert Camus, comme vous savez, gardien de but de l'équipe de Bellecour à Alger, dont il a dit que voilà, il a tout appris de l'homme en jouant au football, il était Gaulle. Il a jamais écrit sur le football, très rarement. Et on a su que la veille de sa mort, il regarde un match là où il est, là, dans sa maison du Sud, dans le Vaucluse. Et donc, il allait voir tous les matchs du Racing. Et ça m'a toujours interloqué. Pourquoi Albert Camus, écrivain d'origine populaire et très grand pratiquant de football, pourquoi il n'a jamais écrit sur le football? Voilà. Moi, je demande ça, ou camusologue, ça serait intéressant de comprendre. En tout cas, voilà, c'est pourquoi, pour comprendre ça, vous avez compris, objet illégitime, parce que pratiqué par le peuple, par les classes populaires, et effectivement, un sport un peu bébête où on tape dans un ballon avec les pieds ou la tête. Donc, et ça, c'est bien sûr... ça a profondément infusé, on pourrait dire, dans l'ensemble du milieu intellectuel français, sociologue compris. Alors pourquoi finalement, petit à petit, je passe au détail parce que je vais très vite, mais ce qui est intéressant, c'est que la première percée, si on peut dire, de sciences sociales non économistes dans le football, c'est un anthropologue, un grand anthropologue qui s'appelle Christian Bromberger, qui a fait au retour d'Iran. Son terrain a été brûlé puisque les mollahs, à partir de 1919, il n'a pas pu revenir faire son travail sur le peuple, le village qu'il étudiait en Iran. Il s'est reconverti en France, dans son retour sur le terrain en France, en métropole comme on dit, et il a travaillé sur le football à Marseille, à Naples et à Turin. Et il a fait un livre, il a fait beaucoup d'articles, mais il a fait un livre merveilleux, extrêmement intéressant, qui s'appelle Le match de football, publié aux éditions de la MSH, qui est un travail vraiment anthropologique, pas tellement sur la pratique, mais tout ce qui entoure le football, notamment les supporters, le lien entre la ville et les supporters, les concurrences entre villes. Donc c'est un très très beau livre, malheureusement je pense qu'il n'est pas en poche, mais c'est un travail intéressant. Le deuxième travail intéressant, c'est mes collègues de Nantes, où j'ai été pendant 10 ans, Charles Sioux et Jean-Michel Faure, qui ont fait des premiers travaux à Nantes très intéressants sur le football professionnel, donc, que je cite ici. Et puis globalement, on pourrait dire que les sociologues se sont intéressés au football à partir d'un prisme très particulier, ou d'un angle très particulier, qui est celui des supporters. Pourquoi les supporters? Parce que tout simplement, quand on est sociologue, et un peu économiste, mais aussi sociologue, on travaille sur des contrats de recherche. Il faut de l'argent pour faire des enquêtes, parfois payer des doctorants. Bon voilà, il ne faut pas 500 000 euros, mais il faut parfois 20 000, 30 000, 40 000 euros. Donc, comme tout bon chercheur aujourd'hui, on répond à des appels d'offres d'institutions pour financer ses recherches. Et là, il se trouve que la Fédération française de football, qui est par excellence anti-intello depuis des années et des années, voilà, ils ont par contre sur le sport, ils ont un objet fétiche qui est bien sûr les supporters, et là ils financent des enquêtes parce que les supporters posent problème. Donc là on est typiquement dans la sociologie qui est un peu asservie à un objet, puisque elle va travailler pour avoir des fonds, si on peut dire, sur des objets qui intéressent d'un point de vue institutionnel, l'instance sportive la plus légitime qu'est la Fédération française de football. Et j'ai eu pas mal de contacts avec eux, etc. J'avais dirigé une très belle thèse de Camille Martin sur comment on promeut le football féminin. Et l'occasion de cette thèse, quand j'étais prof à l'ENS, on avait demandé à la secrétaire générale de la FED, on avait proposé une enquête sur qui sont les footballeuses, sociologiquement, hein. Quelles sont leurs caractéristiques, les différences avec les garçons, de ça. Parce qu'on sait très très peu de choses sur les caractéristiques sociales des footballeurs. On dit d'origine populaire, pas tous, loin de là, mais parce qu'on n'a pas d'enquête. Et donc là, on proposait une enquête par questionnaire, 10 000 personnes, avec tous les copains que j'avais dans STAPS, en province, qui étaient d'accord pour faire passer des questionnaires à leurs étudiants. On aurait eu une vraie enquête sociologique, à mon avis, très intéressante. Et bon, ça a été refusé parce qu'on était plus cher qu'une boîte de consultants qui faisait des entretiens au téléphone. Ou par mail, ou par Internet, alors que nous, on avait des questionnaires en face à face. Bon, c'est des questions techniques, mais très importantes, parce qu'un questionnaire en face à face, c'est bien plus rentable et intéressant qu'un questionnaire par Internet et autres. Bon, peu importe. Donc là, vous apercevez que sociologie du football, c'est pas facile à mener.
troisième point intéressant quand même dans l'histoire, par rapport à la chronologie qu'a proposée Marion Fontaine, je pense qu'il y a un moment important en France, c'est la Coupe du Monde 98. C'est un moment important parce qu'effectivement, on pourrait dire que c'est un moment de ralliement, non pas la République, hein, mais le ralliement d'un certain nombre de personnes qui restaient éloignées de ce sport. Et là, il y a eu effectivement un moment assez particulier. Si vous l'avez vécu, vous avez sans doute des souvenirs en tête. Effectivement, d'effervescence collective dans les familles, dans les places, dans les villes, etc. Où tout d'un coup, notamment, un tas de jeunes, diplômés, voilà, bac plus 3, bac plus 4, ont commencé à s'apercevoir que ça pouvait être intéressant, et aussi les femmes, de plus en plus supportrices, de plus en plus téléspectatrices. Donc là, il y a eu un moment de bascule, à mon avis, historique, et un moment de rupture, puisque à la suite de cela, comme par hasard, comme toujours dans les mouvements sociaux, on voit apparaître, petits mouvements sociaux, on a vu apparaître une presse sportive alternative qui n'était pas que l'équipe ou France Football, à savoir SoFoot, qui continue d'exister, bientôt 20 ans d'existence, 2003, et les cahiers de football. Donc une presse un peu alternative qui cherche à donner un peu de réflexion intellectuelle au football. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas dans l'équipe et France Football, loin de là, mais voilà, on peut dire une tonalité décalée, avec un regard plus sociologique, plus historique, etc. Donc voilà, ça devient tendance. Bon, j'enseigne depuis 3 ans à Sciences Po Lille et quasiment la moitié des demandes de direction de mémoire de recherche, c'est sur le football. C'est sur ce sujet-là que je vois apparaître cela à ma manière. Alors oui, et puis bien sûr les travaux aujourd'hui. Une question, je rentre un peu dans les débats techniques parce que c'est important quand on fait de la sociologie, c'est finalement sur quel matériau on s'appuie. Alors on s'aperçoit effectivement que bon, le foot, c'est surtout une sociologie du monde professionnel, mais là, on a, nous, les sociologues, nous avons 2 écueils, 2 obstacles massifs. Primo, effectivement, cette actualité, le monde sportif est chroniqué tous les jours, par Internet, toutes les heures, toutes les minutes, par la presse, radio, télévision, écrite, Internet, etc. Et les journalistes, effectivement, ont eu très longtemps un monopole de l'interprétation footballistique. Et c'est tout à fait justifié. Et donc on est en concurrence avec eux, et notamment on est en concurrence avec eux sur un point très important, sur l'accès aux joueurs. Je donne juste un simple exemple. La seule fois où j'ai essayé, quand j'ai voulu faire le livre sur le foot Naïsna 2010, bon, là, je savais que j'aurais 0 possibilité d'interviewer des joueurs, ça je le savais, mais par la bande, j'ai essayé quand même de contacter des gens, etc. Mais extrêmement difficile, parce que les journalistes, les footballeurs sont des petites entreprises individuelles à eux seuls, les plus grands en tous les cas, ils ont des conseillers images, etc. Et l'accès à l'opinion, l'accès à l'image publique, c'est essentiellement, ça passe par les journalistes. Et vous êtes sociologue, vous n'êtes rien. Hein, parce que vous n'avez pas de possibilité d'avoir un impact dans la presse, dans l'équipe, etc. Donc ce qui fait que c'est très difficile. La seule fois où j'ai fait un entretien avec un joueur de foot excellent, qui avait gagné le championnat de France au début des années 2010, c'est un copain qui est copain de foot, qui est kiné, ostéopathe d'un grand club de foot, qui le, entre guillemets, massait 2 fois par semaine, et il avait, si on peut dire, travaillé au corps. Pour dire, tiens, tu pourrais pas, j'ai un copain qui est sociologue, il voudrait faire un entretien avec toi, etc., etc. Au bout de 2 mois, il dit, ouais, pas de problème, il est d'accord, tu viens. C'était dans le sud de la France. J'étais à l'époque au CNRS, j'ai pris mon billet CNRS, 150 €, Paris, la ville du sud, et j'arrive, le type très sympa, il me dit, ah, je suis désolé Stéphane, mais je dois me faire sonner cet après-midi, je peux pas te voir. Donc je l'ai vu 20 minutes. Alors j'avais prévu un entretien de 3 heures, etc. Bon, c'est une anecdote, mais ça dit effectivement la très grande difficulté d'accéder à ce monde-là. Alors il y a quand même une possibilité de faire des choses, fort heureusement. Donc là, j'ai cité 2 livres. Le livre de Julien Bertrand qui s'appelle La fabrique des footballeurs, je le donne ici, Julien Bertrand, et le livre de mon ancien thésard et de thésard de Sylvia Faure à Lyon 2, qui s'appelle Frédéric Razera, qui s'appelle Des footballeurs au travail. Donc là, c'est des jeunes chercheurs qui ont pu être financés pour faire des thèses, l'un Bertrand sur les centres de formation et l'autre Razera sur un club de Ligue 2. Et quand j'ai fait ce livre sur la grève des Bleus, j'ai fonctionné. Là, la ressource journalistique est très importante puisque par Europress et Factiva, des groupes moteurs de recherche, j'ai pu recueillir des centaines d'articles sur chacun des joueurs. Donc j'ai fait une sociologie à distance, à partir des portraits biographiques des joueurs, puisque comme les grandes vedettes, les joueurs sont très chroniqués. Vous avez, par exemple, j'ai suivi la carrière de Ribéry sur 15 ans, avec le premier article dans La Voix du Nord, où il éclot. Donc j'ai fait systématiquement la presse locale. Quand on voit apparaître un joueur, vous avez toujours un portrait assez intéressant qui fouille la biographie du joueur. Donc c'est comme ça qu'on peut un peu travailler comme sociologue. Bon,
j'ai été un petit peu long, je vais revenir sur un deuxième point, sur l'apprentissage d'un jeu collectif, le football. Alors, la chose essentielle dans le football, effectivement, c'est que, il me semble, pour comprendre pourquoi le football laisse de telles marques à ceux qui l'ont pratiqué et celles qui l'ont pratiqué, parce que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui le font, je pense qu'effectivement, le rapport à l'enfance est fondamental. Le football, ça a un rapport à l'enfance, et ça a fait une bipartition assez forte entre ceux qui l'ont pratiqué dans l'enfance et ceux qui ne l'ont pas pratiqué, ou ceux qui étaient nuls en foot, qui étaient mis goal ou remplaçants, etc. En tout cas, dans l'univers des jeunes garçons. Et ça, je pense que c'est assez important parce que ça crée... voilà, c'est un univers aussi de très forte intensité de la pratique. Donc en fait, entre 6 ans et 15 ans, le moment du lycée change sans doute, vous avez des joueurs qui passent leur temps à jouer. Et, ce qui est très important dans le football par rapport aux autres sports, comme le basket ou le volley ou même le handball, c'est que c'est un sport qui est très facile d'accès. Et on peut jouer à plusieurs jeux collectifs avec une balle, un chiffon, une balle faite de chiffon et des pulls qui font les buts. Et donc, dans tous les récits de footballeurs, vous avez ces lieux très emblématiques de la biographie de Coppa. Il a joué dans les cours des Corons pendant des heures et des heures. Maradona, il a joué dans ce qu'on appelle le Potrero, c'est des terrains vagues en Argentine, près des bidonvilles. Zidane, dans toutes ses biographies, il est dit qu'effectivement, toute sa technique hors pair, il l'a acquise pendant des heures et des heures sur le City Stade, qui était juste en face de l'HLM de ses parents. La mère pouvait avoir le regard sur ce qu'il faisait au stade. Voilà. Donc c'est des lieux. Le sport, c'est essentiellement ça. C'est une pratique d'enfance extrêmement intense, extrêmement régulière, extrêmement passionnée. Et c'est là effectivement où effectivement on apprend ce qu'on appelle le football de rue, qui est un sport effectivement éminemment collectif, parce que on joue au foot à minimum 4 ou 3, ou on peut faire des 1, mais c'est extrêmement rare, et on apprend assez vite les positionnements et on acquiert sa spécialité petit à petit. Alors deuxième chose intéressante, c'est bien sûr, et là c'est intéressant, sur la fabrication du collectif. Être joueur de foot, je l'ai vu, on a des individualités, on a ceux qui marquent des buts, etc., ceux qui sont sur l'affiche, mais c'est intéressant comment se fait le passage du foot de rue au foot en club. Et j'ai dirigé une thèse qui n'est pas encore parue, mais les articles sont parus, de Cyril Nazareth, qui est ancien professeur de STAPS, qui a fait une très belle thèse sur l'apprentissage du foot de compétition. Et il insiste beaucoup sur ce point très important, c'est en fait, quand on passe du football de rue ou dehors au football en club, bon, déjà, il y a un point très important, la question du coût. Il faut payer une licence pour être assuré, il faut payer des crampons, il faut payer un équipement. Bon, là, il y a tout un tas de choses qui sont montrées par les sociologues qui permettent en général de rendre ça gratuit pour les meilleurs. Les éducateurs, les présidents de clubs vont dire, bon, toi, t'as pas d'argent, mais on te paye tes crampons, on te paye ton équipement, et puis on te paye ta licence, bref, tout ça. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe quand on entre en club? On entre dans une autre dimension. Parce qu'un club, c'est structuré, il y a les équipes de jeunes, les équipes adultes, les équipes de jeunes sont par taille, maintenant, avant on disait poussin, pupille minime, cadet, junior, maintenant on dit U11, U13, U15, U17, under, en dessous de 17, peu importe, tous les 2 ans, et donc vous avez des éducateurs. Et là, tout d'un coup, vous passez à un autre stade, parce que ces éducateurs de football, qui sont tous brevetés, diplômés maintenant, etc., et l'entraîneur de chaque équipe, ont un objectif très important, c'est apprendre à jouer collectivement, apprendre à jouer en équipe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tout leur travail, quand on regarde de près les observations faites lors des entraînements, c'est ça l'apport des sociologues, c'est d'être sur le terrain pour voir ce qui se passe, l'observation directe, l'observation participante. On s'aperçoit effectivement qu'on a sans arrêt ces incitations à jeu collectif qui sont repérables à travers ces injonctions dites de manière en général pas très commode. Voilà, donne ta balle, lève la tête, regarde autour de toi. Parce que quand on a appris à jouer dans le foot de rue, entre guillemets, on a appris à faire des gris-gris, on veut faire les malins en général, surtout les attaquants, etc. Et donc là, il y a, on pourrait dire, un changement de cap qui est demandé fortement par les éducateurs. Les jeunes joueurs et jeunes joueuses doivent se transformer leur football et acquérir des réflexes de jeu collectif.
Et ça, c'est très intéressant parce que, bien sûr, à la clé, il y a la titularisation dans l'équipe. Les équipes sont hiérarchisées, l'équipe A, B, C dans les grands clubs. Et voilà, et le joueur qui continue à jouer perso, comme on dit, à pas jouer pour les autres, s'enfermer dans ses petits gris-gris et ses petites griseries, si on peut dire, va être sanctionné par l'entraîneur, l'éducateur, reprise en main, etc. Et puis, voilà, dans les clubs, vous aurez des joueurs qui vont abandonner, laisser tomber le foot, parce qu'ils n'auront pas accepté de passer sous la férule, si l'on peut dire, sous les fourches caudines de ce sport devenu collectif. Et ça, c'est assez intéressant à observer parce que justement, ça fait partie, bien sûr, les belles réussites sportives sont très souvent dépendantes de cette capacité ou non à entrer dans ce mécanisme de contrainte collective que les entraîneurs, dits les éducateurs, incarnent. Donc, le foot en club, c'est un moment décisif dans la biographie des footballeurs, ceux qui sont des professionnels, parce que c'est à ce moment-là qu'on doit acquérir cette technique. Deuxième chose, là on pourrait dire, je passe une biographie, on va dire 6 ans, 15 ans. Après, il y a, je ne sais pas si Richard de Hauteuil vous en a parlé, mais un point très important, c'est que la France, si la France est championne du monde en 98, si elle est championne du monde en 2018, c'est parce que, en fait, pour dire une sorte de paradoxe historique, c'est parce qu'en fait elle était nulle dans les années 60-70 et que la France était tellement nulle, c'est mes souvenirs d'enfant, on perdait contre la Belgique, on perdait contre le Luxembourg, on perdait contre la Finlande, voilà, c'était la honte de l'équipe nationale et tout d'un coup, comme toute bonne institution, la Fédé a dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On va être tout le temps nul comme ça et donc il y a eu une sorte de réflexion collective sur l'avenir du football français et un des produits de cette réflexion collective, ça a été la création des centres de formation qui se trouvent à 2 niveaux. Aujourd'hui en France, vous avez les centres de formation des clubs privés, parce qu'aujourd'hui les clubs sont privés, hein, le centre de Sochaux, le centre de Rennes, le centre de Marseille, le centre du PSG, etc. Et puis des centres de formation, qui ne s'appellent pas comme ça, les pôles espoirs, qui sont financés par la Fédération française de sport. Et toute l'affaire des quotas ethniques de 2011, ça se jouait dans cet endroit-là, et ça ne se jouait pas dans les centres de formation des clubs privés. Et ces centres de formation, bien sûr, sont devenus, pour aller vite, des grandes écoles du football français, puisque toute l'année, vous avez ces fameuses détections à l'âge de 14-15 ans, ou dans tous les stades de France, et essentiellement aussi en région parisienne, vous avez des scouts, comme on dit, qui observent les meilleurs joueurs de jeunes, de ces équipes de jeunes, et qui leur font passer des détections. Il y a à peu près 400-500 jeunes qui vont dans une détection à Marseille, à Sochaux, à Lille, à Lens, à Rennes, etc. Et sur ces 500, on en prend 30. Donc c'est les plus techniques du football. 530, moins de 10%, 5%, etc. Donc on en prend 30 à peu près dans chaque centre de formation, multiplié par 20, par 30. Donc c'est pas énorme. Et puis après, on va les suivre pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, sur les 30 qui seront pris, maximum 10%, 3-4 vont signer des contrats professionnels. Alors je dis ça parce que c'est intéressant pour comprendre effectivement l'intérieur du monde. C'est un monde hyper sélectif. Donc c'est pour ça que quand on présente ces joueurs de foot comme des bêtas, des débiles, des débilos, etc., il faut déjà savoir qu'ils ont réussi à passer toutes ces épreuves. Ils ont réussi non seulement après, tous les joueurs vous racontent ça, quand ils entrent dans le centre de formation, Zidane, il entre au centre de formation, il est marseillais, cité Castellane, il a un accent marseillais à couper au couteau, etc. Il est très proche, c'est le petit dernier, 6e enfant d'une famille de 6, algérien, kabyle, etc. Il adore ses parents, il adore sa famille, et tout d'un coup, à 14 ans, patatras, il réussit le concours à Cannes, et il est exilé à Cannes. À l'époque, il n'y a pas des portables. Il raconte dans tous ses témoignages que ça a été les années les plus dures de sa vie, mais il s'est accroché. Moralement, mentalement, il a rencontré quelques années plus tard sa future épouse Véronique, qui était danseuse à l'époque, qui était dans un centre de danse à Cannes. Mais c'est là que c'est des moments décisifs, justement, parce que là aussi, troisième chose, prolongement de ce que j'ai dit sur le foot de rue, c'est à ce moment-là aussi qu'ils vont apprendre plus que jamais la formation, la production d'un habitus footballistique, où là, ils vont être entraînés par les meilleurs entraîneurs de jeunes. Et ils vont, le niveau de jeu, le niveau d'exigence du jeu, et notamment d'exigence du jeu collectif, va fortement monter. Et c'est des moments, bien sûr, de très grand stress, de très grande concurrence. Ce qu'il faut toujours savoir, c'est ce jeu collectif, il se fait dans une concurrence permanente. Chacun de ces 30 copains, au départ plus ou moins copains, sont concurrents les uns des autres. Parce qu'ils savent qu'au bout de 3 ans,
le club va en prendre 3 ou 4. Hein, c'est un peu comme dans les marchés artistiques du XIXe siècle, il y a le salon des refusés, il y a ceux qui vont être refusés et ceux qui vont être élus. Et ça ne veut pas dire que les refusés, Ribéry a été exclu du centre de formation de Lille parce qu'il faisait des conneries, mais il est revenu par la petite porte, mais après beaucoup de détours, si on peut dire. Mais les élus, bien sûr, ils ont réussi à passer cette épreuve qui est à la fois footballistique, mais aussi qui est morale, puisqu'ils quittent leur environnement familial assez jeunes, ils se retrouvent entre jeunes. Bon, malheureusement, aujourd'hui, vous savez peut-être qu'il y a un procès, un scandale, entre guillemets, en Angleterre, puisque Benjamin Mendy est accusé de 7 ou 8 viols, etc. Donc, je vous passe les détails, mais dans l'équipe, il y a un compte-rendu très intéressant du procès, où on s'aperçoit qu'aussi, au niveau des pratiques sociales dans ces centres de formation, il y aurait beaucoup à dire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ces centres de formation vont, on pourrait dire, renforcer cette habitude de jeu collectif. Et dernier point, pour éviter, justement, mon idée, c'est de vous présenter un tableau de la sociologie du football un peu général. Donc vous avez voilà, l'élite sportive qui passe par ce centre de formation, le football professionnel. Et puis vous avez ensuite les différentes hiérarchies avec ceux qui sont, voilà, ceux qui étaient dans les centres de formation, ils vont arriver en 2e, 3e division, ils vont être payés d'ailleurs. Hein. Jusqu'en 3e division, on est payé, en 4e, on l'est un peu. Et puis après, le football amateur en général. Et puis parallèlement, ce qui est intéressant aussi, et qui a été étudié par justement un étudiant qui a fait une belle thèse là-dessus, Alexis Trimoulinas, il a travaillé sur ce qu'il appelle le football d'esplanade, c'est-à-dire les footballeurs hors cadre institutionnel. Donc là, il a travaillé sur voilà, quels sont les gens qui jouent voilà, à Vincennes le dimanche. Et dans son article publié dans la Revue française Sociologie, il y a une très belle analyse sociologique comparée de 2 manières de pratiquer le football hors club. Football d'esplanade qu'il appelle, il appelle ça comme ça, et vous avez le football voilà, de banquiers, de jeunes banquiers, et qui ont tous fait HEC, Subdeco, ESSEC, etc., qui se réunissent le dimanche matin à Vincennes et qui pratiquent leur passion sportive à travers le football. Mais qui la pratiquent de manière très particulière, dans un entre-soi très très distingué, et qui vont exclure les autres de ce jeu, alors que Trimoulinas, qui est de la région, va comparer ce qui se passe à Saint-Étienne, où là, vous avez un football esplanade avec des jeunes de cité, où là, il va montrer comment voilà, tout le monde tourne, n'importe qui veut jouer, il entre dans le jeu. Voilà, il a distingué 2 pratiques de football que j'ai trouvé assez intéressantes, ou 2 manières d'être collective tout à fait originales. Je sais à combien là, du temps, ça va? Faut pas être trop... C'est bon? Donc maintenant, j'en viens à une question qui moi m'intéresse, effectivement, cette contradiction, on pourrait dire, qui me semble centrale, entre ce sport dont j'essaie de montrer qu'on apprenait à tous ces pratiquants de jouer pour les autres, hein, et de ne pas jouer perso, de ne pas être individualiste, c'est le reproche suprême qu'on peut faire à des joueurs, et puis en même temps, comment ce sport est devenu aussi très perturbé, travaillé par toutes les tendances, les forces, on pourrait dire, centripètes, individualistes, qui travaillent ce sport. Alors, première chose à dire, bon, là pour l'instant je fais un exposé, on va dire, contemporain, mais ça serait intéressant de voir ça un peu dans le temps. Alors, je me permets dans une première partie de faire cette brève perspective, parce que justement, ça a été sans doute dit par mes 2 prédécesseurs, ici, le football a beaucoup changé, et vous avez très fortement, soit sur les médias, soit à la radio ou chez vous, souvent un discours nostalgique. Aujourd'hui, on est dans l'ère du foot business, et toutes les valeurs du football sont balayées par cet argent roi, et je pense qu'il y a bien sûr beaucoup de vrai là-dedans, mais c'est vrai que ça serait intéressant de comprendre historiquement qu'est-ce qui faisait justement cette particularité du football d'avant le foot business. Et là, un mot qui est utilisé, donc j'ai pris 2 mots qui font sens à mes yeux, c'est le thème de l'amour du maillot, qui est très souvent agité, et le thème aujourd'hui des footballeurs mercenaires. Des footballeurs mercenaires qui vendent leur force de travail distinguée, si on peut dire, et chère, aux plus offrants, sans aucun attachement local, etc. Alors, pour évoquer cette question, sur le club au temps de l'amour du maillot, etc., il faut bien voir, ça a dû être dit, j'imagine, par Richard Diodor, il faut savoir qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Est-ce que vous savez que du temps de Kopaszewski, né en 1933, le stade de Reims, donc dans les années 50, du temps de Kopa, les joueurs qui signaient un contrat pro, dans un club comme Reims par exemple, ne pouvaient pas se délier de ce contrat. Ils étaient
C'était ce qu'on appelait un contrat à vie. Ils étaient la propriété, entre guillemets, de leur club. Ils n'avaient aucune capacité de faire d'eux-mêmes un transfert. Et en fait, ils ne pouvaient obtenir un transfert qu'avec l'accord du directeur du club, du président du club. C'est le cas de Copa quand il est au Stade Rémois et qu'il est très bon. Et que le président de Madrid vient avec un carnet de chèques bien constitué et vient demander au président Germain du Stade Rémois, Copa, je le veux, je vous donne tant. Et il menait, voilà, ça se passe comme ça. Et donc, une des grandes affaires très intéressantes, c'est bien sûr la création du syndicat professionnel des footballeurs, 1961-62, l'UNFP, qui a été créé par un joueur camerounais titulaire de maîtrise de droit qui s'appelle Njogolea, et Juste Fontaine, qui était, comme vous le savez, sans doute le meilleur buteur de la Coupe du Monde, mais qui était, comme disaient Piantoni et Copa dans un très bel entretien dans l'Équipe Magazine, nous, Juste Fontaine, on l'appelait le bachelier. Parce que c'était le seul qui avait le bac dans son équipe. Donc il crée ce syndicat et ils vont mener une lutte pour obtenir ce qu'on a appelé le contrat à temps. À savoir que vous n'allez pas être engagé à vie dans un club, mais vous allez... donc ça explique juste ce contrat à temps, ça explique aussi que, bien évidemment, il y a un attachement au maillot, il y a un attachement au club, mais qui est aussi dépendant du cadre institutionnel. Très souvent, jusqu'aux années à peu près 80, la plupart des joueurs font leur carrière dans la même équipe. Je vais prendre l'exemple de Saint-Étienne. Bon, j'avais 18 ans quand j'ai passé mon bac en 76. Pour moi, 76, c'est plus Saint-Étienne que mon bac. Parce que c'était vraiment extraordinaire de voir cette équipe, cette effervescence, ces matchs du mercredi soir. Parce que le football n'était pas télévisé à l'époque. Et c'est intéressant de voir que cette équipe de Saint-Étienne, la plupart des joueurs faisaient le centre de formation à Saint-Étienne, ils étaient ensemble, c'était un groupe de copains extrêmement solidaires et qui ont presque fait toute leur vie professionnelle ensemble, pas toutes, mais très largement, et c'était comme ça le football de l'époque. Donc vous avez une très belle anecdote que j'ai trouvée en Nice Matin, parce que je travaille sur la presse, un peu comme ça. Donc, Kurkovic et le goal yougoslave, à l'époque, on n'avait droit qu'à 2 joueurs étrangers. Kurkovic, le goal, Piazza, l'Argentin, le défenseur central. Et pour expliquer le miracle stéphanois de cette épopée des Verts dont on a parlé, parce que c'est la première fois depuis Reims, le Stade Rémois, qu'on a une grande équipe qui marche, et il parle de ça, cette amitié indéfectible, de ces liens très forts, mais bien sûr, qui sont créés par les conditions institutionnelles de pratique du football. À l'époque, voilà, on a un club, il vous forme, et vous restez dans votre... Donc vous avez effectivement l'amour du maillot, et puis bien évidemment, l'alchimie, la reconnaissance, le rapport entre les spectateurs et le club est très fort. Beretta, le capitaine des Verts avant l'épopée Vert, Georges Beretta, il est fils d'immigrés polonais. J'ai beaucoup travaillé sur lui, et j'adore ce joueur. Il raconte comment à 17 ans, il est très plus polonais que français, que quand l'équipe de Pologne en 63 va à la France au Parc des Princes, avec ses copains franco-polonais, ils saccagent le centre social où ils sont, tellement ils sont heureux que la Pologne batte la France. Il ne s'appelle pas Mohamed ou Mustapha, il s'appelle Georges Beretta. Donc là, on voit l'intérêt de faire des comparaisons historiques pour voir qu'effectivement, dans cette génération-là, dans cet âge-là, il y a ces liens. Donc, pourquoi Beretta? Parce que c'est le chouchou du stade. Et donc, il y avait une identification très forte entre les joueurs du cru, Georges Beretta, fils d'ouvrier de Manu France, lui-même ouvrier de Manu France, etc., au départ, et le stade de Saint-Étienne. Donc, cet amour du maillot, bien sûr, il est de la part des joueurs, mais il joue un rôle majeur pour souder les joueurs à leur public. Un dernier exemple que j'aime beaucoup, Mekloufi et Saint-Étienne, Rachid Mekloufi, qui a participé à l'équipe du FLN en 58, c'est peut-être que le moment de la guerre d'Algérie, le FLN a créé une équipe, elle a débauché les meilleurs joueurs pros qui étaient à l'époque français musulmans en France, dont le fameux Rachid Mekloufi, qui était le numéro 10 scintillant de Saint-Étienne, et qui va pendant 3 ans jouer pour l'équipe du FLN, et quand il revient en 62 en France, Snella, l'entraîneur, lui dit « Tu vas pas jouer à Saint-Étienne, tu vas te faire huer », va jouer au Servette de Genève, et revient ensuite à Saint-Étienne. Et quand il revient à Saint-Étienne, c'est une très belle anecdote, il revient, il se fait siffler par le public, on est 1 an après l'indépendance de l'Algérie, et donc le public le siffle, et quand il marque 2 buts, à la fin, ça devient la nouvelle vedette, et la toujours grande vedette de Saint-Étienne. Donc là, je disais tout ça pour montrer l'amour du maillot. L'amour du maillot, alors ce qui a changé, bien évidemment, c'est que les mercenaires, aujourd'hui, les footballeurs n'ont pas du tout ces carrières, puisqu'ils passent d'un stade à l'autre. Ils passent d'un club à l'autre, puisqu'il y a un marché des transferts.
Et donc là, pourquoi c'est important? Parce que c'est aussi beaucoup, vous avez compris ma démarche, c'est beaucoup difficile pour un club, pour des entraîneurs, de refaire du collectif à partir des joueurs qui tournent. Voilà, le maître mot aujourd'hui des équipes pro, dans tous les championnats européens, c'est le turnover. Des joueurs, alors qu'avant les équipes étaient stabilisées, on en prenait 1 ou 2 par an en plus. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une équipe remaniée quasiment à 60% ou 70%. Donc je tiens une chronique dans Sud-Ouest, c'est juste pour l'anecdote, et donc j'ai fait un article après la mort d'Emiliano Sala, qui est un avant-centre argentin de Nantes, qui est mort dans un accident d'avion parce il fallait urgemment qu'il aille signer son contrat à Cardiff. Et donc il a pris son agent a pris un coucou, un petit avion qui n'était pas en bonne santé, avec un pilote qui n'était pas non plus agréé. Et malheureusement, l'avion est tombé dans la Manche et il y a eu 2 morts. Donc j'ai intitulé l'article « La mort d'un footballeur marchandise ». Donc là c'est intéressant aussi, c'est tragique et aussi intéressant pour que vous compreniez bien qu'effectivement aujourd'hui la difficulté notamment des coachs, pour construire du collectif à partir de ce mouvement de Noria des joueurs. Alors, deuxième chose, deuxième obstacle, ça me semble très important, c'est bien sûr le rôle des médias. Exemple, moi ça me fait hurler à chaque fois, mais je suis vieux, l'exemple du Ballon d'Or, qui a été créé par France Football. Donc on crée dans un sport collectif le Ballon d'Or, et on va, par un vote, extraire de tas de joueurs, le meilleur joueur, etc. Donc, avec, bien sûr, des rivalités sans fin. Pourquoi Ribéry, aujourd'hui, ressasse le fait qu'il n'a pas été Ballon d'Or, etc. Donc, là aussi, on voit le rôle très important, effectivement, de la presse footballistique, de la presse médiatique, pour sortir, jouer dans le sens d'une très forte personnalisation. Alors, un exemple anecdotique, mais les anecdotes sont intéressantes, bien sûr, c'est les notes. Les joueurs de foot sont notés, de plus en plus. Ils sont notés sur Internet, après un match, paf, on regarde les notes. Et ce qui est intéressant, c'est ce jeu. J'avais trouvé ça dans un livre de Vincent Duluc, pas Hervé. Vincent Duluc était intéressant en 2010, où il racontait, lui, c'est la plume de l'équipe, le chef de la section foot, donc il est très lu. Les joueurs de foot lisent la presse. Et dans ce livre, il raconte comment, à l'époque, un Thierry Henry, grand joueur français, le soir des matchs, lui envoie des SMS pour lui demander sa note. Quelle note tu m'as mis, ou vous m'avez mis, ou il devait se tutoyer, etc. Donc, vous voyez, et ce qui est intéressant, c'est bien sûr, cette notation des joueurs, c'est aussi très important parce qu'à la fin, il y a des classements, il y a les palmarès à France Foot en équipe, les meilleurs joueurs, parce que la notation des joueurs va augmenter ou non leur cote sur le marché du travail des footballeurs. Et donc, bien évidemment, là aussi, on voit très bien comment ce collectif des joueurs, il est fortement perturbé par cette hyper-personnalisation de la pratique et bien sûr la mise en concurrence par les notes. Et ça, c'est bien sûr très à vivre, entre guillemets. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que, et je ne dis pas bien sûr que ce n'est pas la mine, et toute valeur, mais c'est intéressant de comprendre les particularités de cette pratique et la manière dont ces joueurs sont en permanence mis en concurrence entre eux et sont en permanence en tension avec un enjeu bien sûr central, c'est comment trouver du temps de jeu, etc. Parce que derrière le footballeur, vous le savez sans doute, maintenant il y a des agents qui sont payés par ces footballeurs, qui ont intérêt au transfert, etc., etc. Et donc, bien sûr, dans ce cadre-là, vous avez une mise en avant des joueurs les plus cotés, les plus célèbres, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais à travers cette question-là, la question décisive et très importante, c'est quel est le rôle des coachs, des entraîneurs. Être entraîneur aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'ère de Robert Herbin, de Jean Snella, d'Albert Batteux, etc., qui arrivaient au stade avec leurs survêtements, etc., et qui faisaient leur équipe, ça bougeait pas, ça changeait pas, ils faisaient leur speech, etc. Aujourd'hui, un entraîneur, il doit être au four et au moulin, il doit être attentif à ce qui ne va pas chez tel ou tel joueur, ces joueurs majeurs, etc., et ça devient quasiment une mission impossible. Il y a eu récemment un article dans l'équipe sur l'entraîneur du PSG, Galtier, qui a été pourtant champion de France avec Lille, élu meilleur entraîneur de France. Est-ce que je vais être à la hauteur de cette tâche impossible qu'être entraîneur du PSG, devant gérer les égos de Mbappé, de Messi, de Neymar, de tous ces joueurs qui sont eux aussi en dessous, etc. Ça devient extrêmement difficile.
Alors dans ce cadre-là, la perspective sociologique que je trouve intéressante, justement, c'est pour sortir des médias, aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et là, vous avez, je fais référence à ce livre que je vous encourage vivement à lire, les footballeurs au travail de Frédéric Razera, parce que lui, c'est une des rares enquêtes où il a pu suivre pendant 2 ans une équipe professionnelle comme un sociologue le fait, de terrain. C'est-à-dire, en fait, il était là aux entraînements et surtout un endroit très important dans le foot d'aujourd'hui, la salle de massage, la salle de soins. Parce que les footballeurs, et il n'a pas eu accès au vestiaire. Et c'est intéressant qu'il a pu entrer dans ce stade, parce que c'est un ancien joueur de ce club, avec un bon niveau. Il était copain avec le médecin, et c'est le médecin du club qui l'a introduit auprès du directeur président du club, qui a dit, voilà, c'est un ancien joueur, il est sociologue, bon, il a fait l'ENS sport à Rennes, il est agrégé de sciences sociales, agrégé de STAPS, etc. Il fait une thèse, bon là, scolairement, ça va, entre guillemets. Est-ce que vous accepteriez qu'ils viennent comme ça, juste regarder? Donc le président dit, d'accord, ok, mais pas le vestiaire. Le vestiaire, c'est le saint des saints, c'est là où se joue un tas de choses, etc. Donc, mais en fait, en ayant eu accès à tout cet environnement-là, l'entraînement, la salle de soins, les discussions avec les coachs adjoints, il a pu faire une thèse de sociologie du travail, très intéressant, en partie du travail, parce qu'il a essayé de montrer justement comment se constitue ou non un collectif de travail. Et là, justement, il montre les effets très importants du marché de l'emploi, parce qu'un joueur de foot, il passe son temps, il a un contrat de 2 ans ou de 3 ans, au bout d'1 an et demi, il doit le renégocier. Dans son travail, il y a un très très beau passage sur les blessures, parce que bien sûr, un joueur blessé ne joue pas. Donc s'il ne joue pas, il ne se montre pas, comme on dit. Et s'il ne se montre pas, il perd des côtés sur le marché du travail. Et donc tous les arrangements que les joueurs de foot doivent faire quand ils sont malades, plus ou moins blessés, avec l'ostéo, avec le kiné, avec le médecin, pour continuer à jouer un peu, quoi. Donc ce qui est intéressant là-dedans, justement, c'est de voir comment ce collectif de travail est très très largement perturbé par toutes ces pressions individualisantes. Et ça, je trouve c'est tout à fait remarquable. Alors, deuxième chose intéressante, ça c'est pas lui qui le montre, mais le rôle, bien sûr, il y a ces pressions individualisantes, mais il y a aussi, bien sûr, qu'est-ce qui fait le groupe. Alors vous avez tout un discours, par exemple, Michel Hidalgo, entraîneur de l'équipe de France célèbre, championne d'Europe en 84, il a après gagné beaucoup d'argent en vendant sa technique de management du groupe. Bon, on peut être sceptique et dubitatif, mais peu importe, c'est la manière dont certains chefs d'entreprise pensent qu'il suffit d'importer les techniques sportives dans l'entreprise pour que ça marche. Mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, une équipe de foot, à un moment donné, il y a l'alchimie, il y avait l'amitié dont a parlé Kurkovic, et puis après, effectivement, il y a l'ambiance de vestiaire, il y a le fait, effectivement, qu'une équipe qui marche, il doit y avoir un lien social qui passe beaucoup par des gens qui, dans le groupe, sont sympas, sont extravertis, arrivent à détendre l'ambiance, à mettre de l'ambiance, etc. Donc je ne vais pas faire un topo trop idéaliste, mais je pense qu'effectivement, compte tenu de voilà, qu'est-ce que ça veut dire, question toute bête, qu'est-ce que ça veut dire de jouer devant 70 000 spectateurs? Vous imaginez le trac, la tension, la nervosité, etc. Les joueurs vous disent qu'après les matchs, ils dorment pas, ils dorment très peu, c'est un peu comme des artistes, ils sont sous pression. Donc là aussi, c'est peut-être ça que peut apporter le regard du sociologue, c'est de complexifier ce métier et de sortir du seul salaire que les gens qui détestent le foot vont mettre en avant pour dire c'est vraiment un sport de dingue et débile. Non, voilà, essayer de comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Alors pour ne pas être trop long, je vais... Donc juste un exemple parlant, là pour vous montrer effectivement ce qu'on peut observer d'inattendu, de contre-intuitif. Un joueur qui espère que son équipe perde. Il ne le dit pas bien sûr au coach, mais il le dit à des copains, il le dit parfois à l'enquêteur, parce que justement, s'il ne joue pas et que l'équipe perd, bon, peut-être qu'il pourra rejouer après parce que l'équipe a perdu. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est d'entrer dans la logique, dans la tête de ces joueurs qui sont sans arrêt soumis à cette concurrence, et être titulaire ou pas, se montrer, etc. Alors un point intéressant aussi, que je trouve intéressant, c'est, là il faudrait faire plutôt une invitation à faire des enquêtes, c'est comment les data, comme on dit aujourd'hui, comme c'est le basket qui a démarré, tout est mis en statistique.
En 15 ans, ça a complètement changé. On voit des ordinateurs portables sur les stades. Au basket, c'est sans arrêt ça. Donc, qu'est-ce que calculent ces ordinateurs? Eh bien, on peut calculer un truc tout bête, le nombre de kilomètres parcourus. Donc, avant, les joueurs pouvaient se cacher. Parce que ce qui est important dans le foot, c'est le pressing. Donc, il faut aller faire pressing. Il faut courir. C'est pas uniquement marquer des buts, c'est le pressing. C'est pas drôle du tout. Hein, vous allez presser des joueurs. Donc, vous courez. Donc, vous avez, paf, les statistiques à la fin du mois. Ah! Un tel a couru 13 km, l'autre 12. Ben tiens, toi, tu as couru 9 km. Donc on a aussi, à travers ça, une objectivation du travail, de la prestation sportive sur le terrain qui est quand même assez phénoménale et qui a des effets, si je prends l'exemple des passes, j'ai trouvé que il y a 2 jours cet article dans l'équipe qui m'a beaucoup plu, où le journaliste de l'équipe raconte, on peut mesurer les passes qu'on fait aux partenaires ou les passes qu'on ne fait pas. Alors justement, non, je me suis trompé. Voilà. Parmi vous, il y a des amateurs de foot, pas. Bon, Griezmann, Mbappé, ça vous dit quelque chose. Mbappé, avant-centre ou ailier gauche, attaquant, marquant des buts, etc. La pépite du football français. Et Griezmann, Antoine de son prénom, refusé au centre de formation de Lyon parce que trop petit, qui est passé par San Sebastian à 14 ans parce qu'il n'a pas été pris dans le centre de formation, le gaucher au jeu soyeux, comme on dit. Voilà, donc Griezmann et Mbappé, ils se sont bien trouvés lors du dernier match France-Australie. La preuve, temps de passe. Et la statistique nous dit que quand Benzema jouait, et le trio Benzema-Mbappé, Benzema et Mbappé jouaient les uns avec les autres et Griezmann était exclu. Donc à travers ça, on peut trouver, si on extrapole, on peut retrouver justement comment dans une équipe, des joueurs sont évités ou non. J'ai tout à l'heure parlé de ça. Dans le conflit, la grève du bus, ce fameux conflit entre Johan Gourcuff, le bel âtre, le bel homme, une première page dans Tétu, le magazine, entre guillemets, des gays. Donc toutes les accusations par rapport à lui, Ribéry, son surnom c'est Scarface, cicatrice de 10 cm parce qu'à 4 ans il est passé à travers la vie de la voiture familiale. Voilà, donc l'opposition entre les deux, elle était objectivable statistiquement parce que quasiment Ribéry donnait jamais la balle à Gourcuff. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on pourrait imaginer, inventer une sociologie de la pratique des matchs à partir de cette simple statistique de à qui fait-on la passe. Parce que bien sûr, et aujourd'hui dans les statistiques, il y a ceux qui marquent et puis ceux qui font les passes les passes décisives. Là aussi, montrer aussi comment cette mise en statistique du football aussi contribue à obscurcir ou compliquer la donne pour les entraîneurs. Bon, je passe sur ces points. Je finis sur cette... Ça va, je ne suis pas trop en retard? Je finis sur ce point. Donc, là, j'ai parlé du football amateur, du football dans l'enfance, du football de formation, du football pro. Maintenant, je vais faire un petit pas de côté sur ces points, difficultés aujourd'hui à constituer des équipes nationales. Donc, je ferai juste, j'irai vite. Pourquoi c'est intéressant les équipes nationales, celles qui jouent en ce moment dans le mondial, c'est que bien sûr elles ont des caractéristiques très singulières par rapport aux équipes de club. Primo, elles jouent beaucoup moins. Deuxio, les entraînements entre eux sont beaucoup moins fréquents. Et tertio, bien sûr, ce sont des équipes qui sont plus difficiles à faire jouer collectivement parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les automatismes de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, quand on joue au foot, au basket ou au hand, les sports collectifs, ce qui est le plus important, c'est les automatismes de jeu, ce qui se fait entre guillemets naturellement, un naturel très travaillé à l'entraînement, bien sûr, etc. Et donc, on a des particularités de ces équipes nationales, ce qui fait que être entraîneur, vous avez des entraîneurs qui vous disent « moi, ça ne m'intéresse pas d'entraîner une équipe nationale, ça n'a pas de sens, parce qu'on ne fait pas le travail ». Puis d'autres, comme Deschamps, d'autres, aiment bien ce challenge de faire jouer, d'avoir une sorte de contrat à mi-temps pour faire jouer bien une équipe très composée. Deuxième chose intéressante, c'est bien sûr, c'est que historiquement, c'était plus simple parce que les équipes nationales, notamment l'équipe de France, je prends l'équipe de France, elle était toujours composée des meilleurs joueurs de la meilleure équipe, des joueurs de la meilleure équipe des championnats nationaux. Quand c'était Reims qui dominait, on mettait 6-7 joueurs de Reims, quand c'était Saint-Etienne, 6-7, quand c'était Marseille, pareil, Bordeaux, pareil, et Nantes, bien sûr, pareil. Donc vous aviez une ossature, comme on disait,
d'équipe nationale, ce qui faisait que les autres s'adjoignaient, et c'était les meilleurs joueurs des équipes nationales qui donnaient le là, Coppa, Platini, Gires Tigana, etc. etc. Aujourd'hui, la particularité par exemple, de l'équipe de France, très accentuée depuis l'arrêt Bosman de 1995, donc vous avez entendu parler, j'imagine, de l'arrêt Bosman, Richard de Hauthoff de 1995, donc cet arrêt Bosman qui est fondateur permet aux équipes de clubs en Europe d'engager plus de 2 ou 3 joueurs, d'engager autant de joueurs étrangers qu'ils veulent, ce qui fait que ça a complètement bouleversé les championnats nationaux, au bénéfice bien sûr des championnats les plus riches, notamment la Première Ligue en Angleterre, qui a aspiré tous les meilleurs joueurs quasiment. Je vous rappelle qu'on a plus de 600 joueurs brésiliens en championnat européen, 500 argentins, et la France peut se prévaloir d'être le troisième pays au monde d'exportateurs de football. La plupart de nos meilleurs joueurs ne jouent pas en France, mais ils jouent à l'étranger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour revenir là-dessus, bien évidemment, c'est que les joueurs de l'équipe de France jouent à l'étranger, et donc il n'y a pas du tout cette osmose-là, puisqu'ils ne se connaissent pas, ils jouent dans des clubs différents, et les faire jouer ensemble, c'est particulièrement difficile. Ça veut dire aussi, pour les amateurs de foot, c'est pas très dit, parce que dans les médias, il faut vendre, on pourrait dire, le produit Coupe du Monde, mais quand on est un peu spécialiste du sport, je ne suis pas technicien, mais les techniciens vous le diront assez aisément, c'est que le niveau de jeu entre les équipes nationales, le niveau de jeu du mondial par rapport au niveau de jeu des clubs pro, notamment Ligue 1, Bundesliga, Championnat de France, même Championnat de France, est certainement beaucoup plus bas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas ces automatismes et que les vrais amateurs de foot préfèrent voir 100 fois un match de Ligue des Champions qu'un match du mondial. C'est juste parce que la fibre nationale est en jeu qu'on s'intéresse au mondial, mais d'un point de vue purement footballistique, le niveau est beaucoup moins fort, alors qu'avant, par exemple, c'était le Brésil, j'ai souvenir, j'avais 12 ans, en 70, la plus belle Coupe du Monde, le Brésil 70, hein, Pelé, Gerson, Tostão, Rivaldo, Rivalino, etc., je connais l'équipe par cœur, voilà, c'était une révolution dans le football. C'est l'équipe de Brésil 70 qui a imposer une nouvelle manière de jouer au foot. C'est l'équipe de Hollande, d'Ajax et de Hollande qui a fait ça. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. Vous avez une équipe d'Angleterre qui n'arrive pas à battre les États-Unis, l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine. Bon, tout ça, c'est assez intéressant. En revanche, là où ça devient plus intéressant, justement, c'est en lien un peu avec cette question-là, c'est qu'aujourd'hui, je vais donner une anecdote, équipe nationale, un résidu passé, et là, j'ai une anecdote que j'aime beaucoup. Est-ce que je l'ai mise ? Voilà. C'est parce qu'en 2014, avec des collègues, historiens et sociologues, j'ai coordonné un blog hébergé par le Nouvel Obs qui s'appelait « La Coupe du Monde saisie par les sciences sociales ». Et donc, on avait plusieurs fois par semaine des textes d'historiens, de sociologues, de journalistes pour essayer de comprendre, avec les outils des sciences sociales, ce mondial au Brésil en 2014. Et là, j'ai tombé sur ce SMS que j'ai trouvé passionnant. Il est petit, il est court, de Ferguson, le mythique entraîneur de Manchester, qui dit à son joueur Cohérin, et qui joue à Manchester, mais qui à l'époque là joue pour la Corée du Sud en Coupe du Monde. Il lui envoie un SMS avant le match, je ne sais pas comment le journaliste a récupéré, peu importe, hein, c'est des canaux de journalistes. Bon match, et surtout ne te blesse pas. C'est-à-dire en fait, les intérêts des équipes nationales, des équipes de clubs l'emportent sur les équipes nationales puisque les joueurs, je vous le rappelle, sont salariés et à forte dose, à fort salaire de ces grands clubs privés capitalistiques, si on peut dire, ou capitalistes, et qu'ils sont prêtés, par une obligation par la FIFA, de prêter ces joueurs aux équipes nationales. Mais, bien sûr, l'intérêt des joueurs, l'intérêt des clubs, etc., doit être focus sur l'équipe de club. Ce qui fait qu'on a bien sûr des tensions très importantes, voilà, mais qui ne sont pas dites. Hein, mais ce qui fait que quand je pose la question résidu historique du passé, effectivement, on peut penser qu'au fur et à mesure que les grands clubs vont, puisque l'objectif, comme vous savez sans doute, c'est de construire des ligues privées, hein, où il n'y a pas de descente européenne pour arrêter la Ligue des Champions, faire en sorte qu'on ait des ligues privées, les meilleurs joueurs, les meilleures équipes, Barcelone, Madrid, PSG, Manchester, Mönchengladbach, Bayern de Munich, Milan jouent ensemble, sans risque de descendre. On voit très bien qu'au fur et à mesure que les grandes entreprises privées capitalistes qui investissent dans le football devraient progressivement marginaliser l'histoire de la Coupe du Monde.
des compétitions internationales. Et dernier point, parce que j'ai pas il faut le temps de discuter, dernier point intéressant, ça serait bien sûr faire un focus très intéressant sur les équipes africaines. C'est sans doute qu'aujourd'hui, voilà, l'Afrique, en partie par les académies qui sont là-bas, produit de très loin parmi les meilleurs joueurs au monde qui viennent jouer en Europe, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Regardez le cas du RC Lens, hein, étudié par Marion Fontaine. À l'époque, c'était des enfants de mineurs, de Polonais, mais du coin qui jouaient. Aujourd'hui, au RC Lens, au FC Metz, comme au Stade Rennais, la plupart des joueurs à Rennes ne sont pas bretons, à Lens ne sont pas nordistes, et à Metz ne sont pas mosellans ou de l'Est, ils sont africains ou d'origine africaine, hein, parce qu'on a une logique de production. Et c'est intéressant de voir aujourd'hui, juste pour l'Afrique, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est les cas particuliers de constitution de plus en plus d'équipes binationales. Le cas de l'Algérie est passionnant, puisque lors de la Coupe du Monde 2018, ils ont fait un très beau parcours, les 3/4 des joueurs sont des joueurs français, d'origine algérienne. Et donc ça crée bien sûr, et je m'amuse à regarder tous les articles sur la Coupe d'Algérie, ça crée des quiproquos incroyables, parce que certains joueurs français d'origine algérienne ne parlent pas l'arabe. Et les joueurs algériens, comme vous savez, il n'y a plus d'école en français, la scolarisation est en arabe depuis 70 en Algérie, ils ne parlent pas le français. Et donc il y avait des traducteurs dans les équipes. Et quand ils sont devenus, quand ils sont montés, etc., après, à chaque fois, l'équipe était louée, puis quand l'équipe a commencé à perdre, bien sûr, la presse algérienne s'en est pris voilà, aux immigrés, aux joueurs d'origine immigrée, aux joueurs français d'origine algérienne qui auraient plus mauvais esprit, etc. Bon, voilà. C'est intéressant, là aussi, de voir ces contradictions-là. Voilà, j'avais une conclusion sur la sociologie, mais ce n'est pas la peine. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Et pour les personnes qui nous suivent en ligne, c'est aussi possible de poser des questions sur Facebook ou YouTube et on les transmettra. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur. Merci pour tout ce que vous avez dit. C'est très beau. C'est un peu bon. Néanmoins, je vais vous poser une question. Vous avez parlé de la notation des joueurs. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça, parce que si ça met un petit peu en cause le collectif, ça permet aussi un contrôle continu en cours de formation. Je ne parle pas que quelqu'un diplôme ou qu'on contrôle jamais. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de savoir ce que vous pensez de cette nouvelle tendance qui frappe le foot avec vous maintenant, l'homme du match. C'est-à-dire le gars qui qualifie l'homme du match, même avant la fin du match. Merci pour votre intervention. Et effectivement, la question sur l'homme du match, effectivement, ça s'inscrit dans ce que j'essaie de dire, à savoir comment le traitement médiatique du sport personnalise à outrance, on va dire, les joueurs. Effectivement, moi, c'est une réaction de citoyen et pas de sociologue, mais c'est vrai que ça m'irrite, entre guillemets, de voir. En plus, on ne sait pas comment cette élection se fait. Ils n'ont même pas gagné que voilà, l'homme du match ou la femme du match est distinguée, elle doit sortir. C'est pareil pour le handball aussi, lors de l'Euro ou du Mondial. Voilà. Donc là, on a je ne sais pas, mon rêve, ce serait de faire des enquêtes auprès des gens qui ont institué cette pratique. Quels sont les gens qui ont au rugby notamment, sport éminemment collectif, encore plus que le foot, parce que bien sûr, quand on est à 8 à pousser en mêlée, à se prendre des coups de poing et se décoller les oreilles, voilà, ça crée, voilà, tous les rugbyens vous diront, c'est un sport qui vous lie puissamment entre vous, parce que vous avez des expériences corporelles beaucoup plus fortes que le foot. Ça serait bien à comparer d'ailleurs le foot et le rugby, parce que quand j'étais jeune, je faisais foot et rugby, donc j'aime autant le rugby que le foot. Et donc là, vous avez raison, c'est pourquoi, voilà, d'où vient cette idée, non pas saugrenue, mais en permanence de célébrer des individualités. Je pense que c'est la logique marketing, la logique de production journalistique. On doit mettre en avant des personnes singulières, parce qu'après ça, il y a des portraits, après ça, voilà. Donc je trouve ça bien sûr dommageable, mais on pourrait dire que c'est difficile de revenir en arrière. Alors on ne sait pas, effectivement, la question c'est la réception. Qu'est-ce que le téléspectateur moyen de football et encore plus de rugby, qu'est-ce qu'il pense de cette invention journalistique de la création d'un homme du match? Voilà, je pense que beaucoup doivent être un peu irrités comme nous, mais on est spectateurs et impuissants face à ces innovations journalistiques.
J'avais une question aussi sur la différence. Est-ce qu'il y a une différence dans la construction du collectif entre les équipes masculines et les équipes féminines? Alors, ça, c'est une très bonne question et il se trouve qu'on a fait dans le chapitre, dans le livre avec Frédéric, la sociologie du football, on a fait l'effort, en tant qu'homme, de faire un chapitre dernier sur à la découverte du football féminin. Donc on a essayé de lire, Frédéric et moi, pas mal de travaux, etc. Et alors là, je pense qu'on est encore en manque de travaux ethnographiques bien constitués. Je pense je dirais qu'a priori, je dirais que les différences ne sont pas majeures, en partie parce que le football, les footballeuses féminines, et parfois elles le confessent, regardent plus le foot masculin à la télé que le foot féminin. Donc il y a quand même encore un mécanisme de domination qui va sans doute s'atténuer parce que moi je m'intéresse aussi au foot féminin, parce que j'aime bien les filles, quand elles jouent au foot, quand elles ne tombent pas par terre, elles n'hurlent pas pendant 10 minutes et elles ne se roulent pas 50 fois parce qu'elles tombent par terre. Donc déjà il y a une fraîcheur du football féminin que j'aime bien. C'est un peu comme un foot adolescent. Elles n'ont pas pris ces très très mauvais travers du foot masculin. Mais quand même, elles regardent le foot masculin parce que, objectivement, il est encore d'un niveau élevé. Donc les modèles d'identification de jeu, on va dire, sont masculins pour les femmes. Et peut-être aussi, toutes les anecdotes, la circulation, etc., les ambianceurs, etc., on s'aperçoit que ce qu'on appelle les ambianceurs dans le foot masculin, qui est très largement chroniqué par France Foot, etc., et par l'équipe, on retrouve la même chose du côté des filles. On trouve des processus assez semblables. Donc je dirais que j'ai tendance à penser que ce n'est pas si important, la différence. Par contre, le jeu reste important. Et là, on peut se poser une question intéressante sociologiquement. Pourquoi en France notamment, mais aussi au mondial, pourquoi regardez ce qui se passe au rugby, ils se tapent dessus, ils se rentrent dedans, voilà, l'arbitre siffle, ils sont tous à 10 mètres, pas un mot, et un respect total de l'arbitre. Handball, c'est pareil. Le foot masculin, c'est intéressant, dès que l'arbitre siffle, pénalty ou coup franc, ils se précipitent tous dessus, etc. Alors le foot féminin, il se caractérise encore par un respect de l'arbitre beaucoup plus accentué. Donc, ça serait intéressant de lister toutes les différences. Mais ne serait-ce que cette manière de jouer sans toutes ces tics, entre guillemets, professionnels, parce que bien sûr, quand Neymar ou Mbappé roulent 3 fois comme ça, etc., voilà, ils ont imité les pratiques. Hein. Et la contestation de l'arbitre, ils imitent. Il y a beaucoup de choses qui passent par l'imitation. Hein. Et donc, bien évidemment, on aurait eu dès le début un arbitrage qui aurait imposé très fermement je siffle penalty, le premier qui vient contester, je lui mets un carton rouge. On aurait évité toutes ces palabres, etc., qui sont là et qui, à mon avis, polluent bien sûr l'esprit du jeu. Alors, je ne suis pas dans l'optique de Coubertin, de l'amateurisme, on est très loin de tout ça, mais c'est vrai que parfois, en tant que téléspectateur, les 5 à 10 minutes de jeux supplémentaires sont très fortement liés. Quand il faut tirer un coup franc maintenant en Coupe du Monde, en Ligue des Champions, il faut attendre 5 minutes avant de tirer le coup franc, parce que tous les joueurs sont là, ils ne respectent rien, bon bref. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pour l'enregistrement. Oui, je suis peut-être un peu en dehors de votre thème, mais comment ça se fait qu'il y ait une culture footballistique assez importante en Europe, notamment en Europe du Sud, en France, en Italie, en Espagne, etc., en Amérique du Sud, et par exemple pas du tout en Asie? Est-ce qu'il y a des régions? Oui, bien sûr. Merci pour la question. La raison est historique. En fait, les sociologues du sport ou des historiens du sport montrent que, bon, vous savez sans doute, le foot est né en Angleterre. Et il n'est pas né dans les pubs ou dans les faubourgs ouvriers, il est né dans les public schools, les écoles privées chic anglaises, la période 1845-55, c'est là qu'est né le club. Et il naît dans une rivalité entre les différentes grandes écoles public school anglaises, Eton, etc., football et rugby. Et l'invention du foot, c'est tout d'un coup, dans une de ces écoles, il y a un joueur on interdit de jouer à la main, c'est trop facile. On introduit une contrainte supplémentaire, pas le droit de toucher à la main, le ballon. Et on leur met des maillots blancs pour éviter, voir si jamais ils ont touché le ballon. Voilà, ça vient de là-haut. Ça vient d'en haut. Ça se diffuse en Angleterre, dans les pratiques populaires, quand très tôt, le football pro, c'est 1883 en Angleterre, ou 82. En France, c'est 50 ans plus tard, 1932.
Parce que l'enjeu, c'est l'argent. Payer les joueurs. Football aristocrate égale football amateur. On ne touche pas l'argent. On ne mange pas de ce pain-là. Les classes populaires vont jouer et être payées et quitter l'usine pour. Donc on a cette première diffusion, classe pop, classe aristocrate populaire. Et ensuite, le football anglais, l'Angleterre régnant sur le monde, si on peut dire, le football va se diffuser dans les pays d'Europe par les cadres anglais, les usines, les étudiants anglais, idem pour l'Argentine et le Brésil. C'est par les étudiants et par les enfants de la bourgeoisie brésilienne qui viennent étudier en Angleterre que le football se diffuse. Donc on a un processus historique très passionnant de diffusion par capillarité géographique pour l'Europe via les entreprises anglaises et les étudiants, donc ça veut dire la France, Internazionale de Milan, l'équipe internationale, puisqu'il y a des étrangers, des enfants de cadre qui jouent, et l'Espagne. Et puis après, c'est l'Amérique latine. Et puis après, par le colonialisme, il y a l'Afrique. Et bien sûr, pourquoi ça ne se fait pas aux États-Unis et au Japon ou dans les pays asiatiques? Parce que, comme le dit mon camarade, collègue Charles Suot, il y a un système des sports. Et aux États-Unis, quand le football débarque, la place est déjà prise par les sports nationaux, notamment le baseball et le football américain. Et là, aujourd'hui, le football renaît, mais 80 ans plus tard, parce qu'il y a de plus en plus d'immigrés latinos, etc., qui importent leur passion, et ça va changer bien sûr, mais au départ, et c'est pareil pour le Japon, le sport, je crois savoir que le sport national au Japon, c'est le baseball, venu par les États-Unis. Donc, et en ce moment, on est en phase de rattrapage, si on peut dire, y compris en Chine, en Asie, la dernière grande conquête du football, c'est les pays asiatiques. Donc pour répondre à votre question, l'explication principale, elle est de type socio-historique. J'avais fait une enquête avec des étudiants à Dieppe, j'avais trouvé ça génial, où il y avait Dieppe, c'est en face, donc vous savez, Dieppe, c'est en face de la Manche, en face de l'Angleterre. J'avais trouvé une très belle déclaration du maire de Dieppe en 1892, interdisant la pratique du foot à Dieppe, parce que Dieppe était connu pour ses palaces pour les Anglais, et les bons clients, les riches clients anglais, il n'était pas bon que des gens jouent au foot devant leur palace, sur l'esplanade, devant la... c'est intéressant. Allez-y. Merci beaucoup pour tout ce que vous apprenez, pour beaucoup de choses en tout cas. J'ai cru voir dans votre présentation le mot supporter au départ. Peut-être que je me suis trompé, mais il me semblait qu'il figurait. Et vous n'avez peut-être pas faute de temps abordé ce sujet. L'évolution du supporter, moi le supporter, je le place dans le cadre du collectif, justement, au sens large, puisque si on remonte le temps, comme vous l'avez fait, il y a un moment où l'amour du maillot, effectivement, était très prégnant, et le supporter s'identifiait complètement aux joueurs qui étaient sur le terrain, et qui défendaient les couleurs de son club. Je me souviens du séisme en France, quand Bosquier et Carnus ont quitté Saint-Étienne pour aller à Marseille. Alors là, c'était vraiment la honte suprême. Et j'ai l'impression que maintenant, les supporters, évidemment, ne peuvent, beaucoup moins en tout cas, ça dépend, il y a encore quelques clubs où c'est encore très, très, très présent, comme Sochaux par exemple, qui est un exemple particulier, mais je pense que les spectateurs, parce que pour moi ce ne sont plus tout à fait des supporters, les supporters vraiment s'identifiaient au collectif en short sur le terrain, et que maintenant on a dérivé vers un sport spectacle, et là le spectateur a des attentes des salariés qui sont sur le pré, qui sont complètement différentes de cette époque. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une bonne question. Le pré est un gazon maintenant hybride remarquable. Mais voilà, alors votre question est intéressante parce qu'elle permet de comprendre effectivement les changements dans le supporterisme. Votre description des supporters à l'ancienne est très juste. Il y avait l'identification. Par exemple, encore aujourd'hui, si on prend l'exemple de Saint-Étienne, où il y a beaucoup de turnover, mais pendant les dernières années, il y avait un joueur emblématique, adoré des supporters, qui était Loïc Perrin, parce qu'il était formé à Saint-Étienne, il est de Saint-Étienne, il est resté au club, donc c'était vraiment la mascotte du club, parce qu'il incarnait l'esprit de Saint-Étienne. Mais c'était le seul. C'était le seul. Donc, par contre, ce qui a changé, alors je ne sais pas si c'est les supporters pour le spectacle, c'est qu'en fait, il y a eu une transformation totale. Moi,
moi qui m'a laissé un peu indifférente, mais c'est parce que je suis âgé, on va dire maintenant, mais c'est le supporterisme a changé de régime quand a été importé d'Italie ce qu'on a appelé les ultras. Les ultras, c'est une autre façon de supporter. J'ai un souvenir, c'est la dernière fois que je suis allé à un match, c'était il y a quelques années, il y a 10 ans, à Auxerre, parce que mon père est de Lyon, j'avais été voir la GIA contre Marseille, et j'avais été scotché de voir que les ultra-marseillais, en tout cas une partie d'entre eux, ne regardaient quasiment pas le match, parce qu'ils étaient tout à leur affaire de show, quoi, voilà. Il y a le capot, celui qui organise les chants, etc. Donc c'est devenu un supporterisme très particulier, très organisé, très énergivore, chronophage, parce qu'il prépare les chants, il prépare les chansons. Voilà. Donc et c'est vrai que le lien avec les joueurs, c'est assez distendu, mais en même temps, il y a tout un travail des supporters ultras pour renouer le lien sur le modèle anglais, par exemple. C'est sans doute que pour un footballeur, être adopté par le public, c'est quand on lui fait une chanson spécifique. Donc là, il y a tout un travail, donc c'est pour éviter le côté un peu trop peut-être binaire de l'opposition historique. Il y a encore chez les supporters, il faudrait regarder ça, un travail pour se rapprocher des joueurs, parce que bien sûr, il y a, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils sont au stade, mais beaucoup de supporters, en fonction de leurs emplois du temps, certains sont en contrat en CDD, certains, voilà, vous avez des centaines de supporters qui vont assister aux entraînements. À Lens, par exemple, il y a des centaines de supporters qui sont. Donc le lien avec les joueurs, il est de nature différente, parce qu'effectivement, l'identification, elle était très locale. Donc voilà, à Lens, bien sûr, les enfants de Ch'ti, les frères Lèche, Sovinski, voilà, ou Sikora, qui est un joueur d'origine polonaise, qui était l'arrière droit de l'équipe championne de France de Lens. Il était adulé du club parce que c'était le gars du coin, son grand-père était mineur à la mine, etc. Voilà. Donc ça continue à exister, mais effectivement beaucoup moins. Parce qu'effectivement, le problème, et là vous avez raison, c'est que et ça devient difficile pour les joueurs, parce que le public, vous l'avez bien dit, devient plus exigeant, parce qu'en tête, ils ont trop payé, ces joueurs trop payés. Et j'avais trouvé une fois, il y a quelques années, quand je faisais l'article, le bouquin sur la grève des Bleus, je m'étais amusé à regarder un tas d'anecdotes biographiques de joueurs, et l'ailier gauche, l'arrière gauche d'Auxerre, Massé, il disait « c'est dur d'être arrière gauche parce qu'on est collé aux tribunes, et même à Auxerre, on se prend des insultes tout match. Ils se font insulter. Pas par le COP qui est derrière les buts. Trop payé, feignant, feignasse. Et il disait, je préférais être arrière central parce que j'entendrais moins les insultes arrière gauche. Ça m'avait beaucoup étonné parce que c'est bien sûr des choses qui sont jamais trop dites, ça, mais là, ça nous fait entrer dans cet univers très particulier de ce changement, de cette, on va dire, dérégulation des rapports entre les supporters. Et il peut y avoir, à Marseille encore, on a un public chaud bouillant qui joue, là on pourrait dire à Marseille, c'est quand même un public qui est vraiment le 12e homme, qui est derrière son équipe en permanence, et tous les joueurs vous le diront, c'est que aller jouer à Marseille, c'est aller jouer contre l'OM et jouer contre les supporters qui sont d'une très très grande, un très grand appui, quoi. Je n'ai pas entièrement répondu à votre question parce que, en 2 mots, pour répondre bien à votre question, il faudrait avoir toute la gamme des supporters, et je ne l'ai pas. Voilà. Merci beaucoup de votre exposé sur cette complexité des rapports entre le collectif et l'individu dans le champ de ces équipes de foot. Mais alors, il y a un point, justement, ça prolonge un peu la question précédente au niveau du collectif, en dehors même de l'équipe de foot, c'est-à-dire de ce qui va autour. Sur votre conclusion, justement, sur la baisse de l'équipe nationale. En même temps, moi, ce que je constate, c'est que, par exemple, les joueurs célèbres, ce sont les Coupes du Monde qui les font. Vous avez vous-même dit 98, c'est la rupture pour la France. Mbappé, c'est la Coupe du Monde précédente qu'il a faite, parce que la France a gagné. Et en même temps aussi, je constate que, dans mon entourage, infiniment plus de monde s'intéresse et regarde certains matchs parce que c'est l'équipe de France. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans la Coupe du Monde qui donne un intérêt plus grand. Et là, ça renvoie peut-être à des questions qui dépassent le foot, c'est-à-dire sur comment la
communauté, imaginez nationale ou au contraire France nationale, j'en sais rien, hein, se fabrique dans le foot aussi. Donc voilà, je pense que c'est pas que de l'histoire de foot qui est là-dedans, ou que de la sociologie de foot, mais aussi de la sociologie de la nation, de la sociologie dans... Et donc du coup, ça prend de l'importance, il me semble, l'équipe nationale de ce fait-là. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Ça me permet de vous corriger à juste titre ce que j'ai pu dire trop hâtivement. Parce que dans l'article qu'on a fait avec Julien Sorès dans le numéro de l'Histoire qui vient de paraître, on conclut là-dessus. Et on conclut sur une phrase d'un historien fondateur du foot, de l'histoire du foot, qui s'appelle Alfred Wahl. C'était une histoire seconde. Il était spécialiste de l'Allemagne, je crois. Il n'était pas du tout spécialiste du foot, mais il a fait le premier bouquin Archives du football chez Gallimard. Et Alfred Wahl dit ce que vous dites. Effectivement, je pense qu'il dit, voilà, malgré tout, il y a l'intérêt national, l'enjeu de la représentation nationale qui joue, et dans ces moments-là, parce que vous avez raison, la Coupe du Monde, d'après les sondages, vite fait, le match final de la Coupe du Monde en 2018, c'est 1 milliard de téléspectateurs. Il y a 1 milliard. Et quand vous allez aujourd'hui en Afrique, dans petite ville, quasiment village, vous avez la place du foot. Donc vous avez raison de dire qu'effectivement, moi c'est mon hypothèse sur plusieurs années, c'est plutôt une hypothèse liée au jeu, mais effectivement, à travers les compétitions internationales, l'Euro et surtout la Coupe du Monde, se joue la place diplomatique, entre guillemets, symbolique plutôt, d'un pays. Effectivement, la France, c'est pas un hasard si le président Macron avait dit en 2018 « Ramenez-moi la Coupe du Monde ». Ça me fera du baume au cœur et du baume au cœur de notre nation. Et rappelez-vous Jacques Chirac et Lionel Jospin dans le vestiaire de 98 et la cote de popularité des deux qui avait beaucoup augmenté. Donc vous avez raison d'insister sur ces questions-là parce qu'en plus c'est une question qui m'intéresse parce que je pense qu'en France on manque d'une sociologie du national. Parce que le national étant très souvent vu comme le nationalisme, moi je pense qu'il y a un sociologue anglais qui a fait un très bel article, un bouquin sur le nationalisme banal, banal nationalism, nationalisme ordinaire, qui s'appelle Michael Billig, qui insiste là-dessus en disant que c'est très important de réfléchir au national banal pour éviter d'être tout de suite, de voir du côté du chauvin, du racisme, du xénophobe. C'est très important de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui fait le national, qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire français, sans honte ni sans forfanterie. Voilà. Et le football, il y a, parce que vous savez sans doute en France, il n'y a pas le même affichage de la fierté nationale. Quand vous allez aux États-Unis, c'est la première chose que vous voyez. Ils sont tous avec leur drapeau américain, c'est extraordinaire quoi, pour un Français comme moi, alors qu'en France, on a vu juste un peu les drapeaux après 2015, timidement. Parce que le drapeau national, il a été préempté dans l'imaginaire par le Front National et le RN. Et donc, c'est du côté de l'extrême droite. Alors donc, il y a, à mon avis, un enjeu symbolique très important, parce que bien sûr, ayant fait un bouquin qui s'appelle « Traître à la nation » et essayant de corriger le tir par rapport à tout ce qu'on a dit de Ribéry, d'Evra, tous ces enfants d'immigrés qu'on a cloués au pilori, moi j'estime que le foot, et c'est en partie pour ça que j'ai aimé l'équipe du Brésil, portée par ces Noirs brésiliens somptueux comme Pelé, qui était l'idole de mon enfance, bien évidemment, ça m'a aidé à me construire une vision du Brésil comme une nation multiculturelle qui gagnait et qui avait une vertu, etc. Et je pense qu'effectivement, le fait que l'équipe de France soit forte de sa diversité, ça ne me semble pas sans importance symbolique, même s'il y aura toujours des militants RN ou FN pour dire, vous vous rendez compte, aujourd'hui au Qatar, les 2 tiers de l'équipe de France est noire. Ben oui, elle est noire parce que il y a une main d'œuvre immigrée qui est venue des pays d'Afrique subsaharienne et en partie du Maghreb, noire d'Afrique subsaharienne, et ces enfants ont grandi dans les cités de Roissy-en-Brie pour Pogba, de Longjumeau pour Mendy, etc. Et ils ont fait les meilleurs footballeurs parce que, c'est une question, je fais référence à un entretien que j'ai fait, que j'ai trouvé passionnant, qui est publié dans la revue Savoir Agir, de Alain Pascalou. Alain Pascalou, c'est celui qui a sorti Drogba. Il était directeur du centre de formation du Mans, il était professeur d'EPS international junior avec Giresse et Lacombe, devenu professeur d'EPS et entraîneur du club de Saint-Leu. Ensuite, il est devenu directeur de formation au Mans et il a sorti Drogba, Gervinho, etc. Et dans un long entretien avec lui, je cherche à lui faire dire, mais qu'est-ce qui fait que les jeunes de cité sont plus présents dans le foot français que les autres jeunes milieux populaires ?
Et après, donc c'est un type qui connaît très très bien le football. Il connaît extrêmement bien le football. Et il m'a dit, ça, mais je ne peux pas te dire, le truc, c'est la niaque. Ils en veulent, mais ils en veulent tellement, tu ne peux pas imaginer. Ils en veulent tellement. Parce que c'est effectivement la porte de sortie pour eux, et donc effectivement, ce qui fait qu'effectivement, voilà, si on prend pourquoi il n'y a pas de jeunes nordistes à Lille, ou il n'y a pas de jeunes bretons en Rennes, parce qu'ils font leurs études, etc. Et que dans les familles, dans pas mal de familles, arrivé le choix crucial de 14-15 ans, l'adolescence, bon, le foot, mauvaise fréquentation, il y a beaucoup d'enfants de cité, et petit à petit, on va disparaître les enfants de petite classe moyenne ou de classe populaire stable de ces clubs-là, et on voit de plus en plus arriver des jeunes de cité, etc., mais surtout fondamentalement. Et en même temps, c'est pas rien de voir que voilà, ils ont passé toutes les étapes et ils peuvent. La France peut être représentée par Mbappé ou Upamecano et les joueurs de l'équipe de France d'aujourd'hui, qui sont les reflets de notre société. Il suffit d'aller voir en banlieue ce qui se passe, mais encore faut-il franchir le périphérique, ce que font bien sûr pas mal, ce que ne font pas beaucoup de gens. Il suffit d'aller voir ce qui se passe dans les classes aujourd'hui en ZEP, en LEP, qui sont les élèves. Vous avez des classes, moi j'ai fait le livre La France des Bédouis, ça fait 2 ans que je présente ce livre dans les lycées de Français de Navarre. Bon, voilà, il y a des lycées composés uniquement de parents natifs, d'enfants de parents natifs, puis il y a des lycées composés aux 3/4 ou aux 4/5 d'enfants d'immigrés, africains et maghrébins. C'est ça la France d'aujourd'hui. 1/4 de la France d'aujourd'hui, démographiquement, stats sortis par le professeur au Collège de France, François Héran, 1/4 en France est composé d'immigrés, 10% et 15% d'enfants d'immigrés. Pas rien. On est un pays d'immigration. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait aussi un monsieur. Pour donner suite à la question que Michel a posée, il y a plus de gens qui regardent. Pardon? Il y a plus de gens qui regardent l'équipe nationale Oui. que les équipes de club. Dans Oui. l'équipe nationale de France, peut-être l'année prochaine, ça va changer d'ailleurs, parce que Mbappé sera en Real, il n'y a que des joueurs hors France. Oui. Derrière, en fait, c'est les meilleurs joueurs hors France. Oui, C'est pas l'équipe nationale. on est un pays exportateur de footballeurs, donc effectivement, l'équipe nationale est composée de joueurs qui jouent à l'étranger. Vous avez raison, pour des raisons, on va dire, purement économiques. Et effectivement, pourquoi les gens, il y a plus de public, je crois qu'il y a eu 12 millions, je crois, il y a un dessin génial dans l'équipe, il y en a qui lisent l'équipe ici, il y a un dessin génial de Soulcier, le dessinateur de l'équipe, et on voit quelqu'un qui est effondré comme ça et qui dit j'ai tenu bon, j'ai boycotté le Qatar, etc. Et paf, but de Giroud, j'ai replongé. Et les gens à côté, et moi aussi, et moi aussi, et moi aussi. Génial. Oui, alors pour rebondir par rapport aux 2 précédentes questions, et enfin aux 2 précédentes remarques aussi, donc on dit que la France ou les autres équipes nationales, enfin les autres nations regardent les meilleurs joueurs, mais moi je suis étonnée de voir que ce n'est pas uniquement les meilleurs joueurs, parce qu'on a beaucoup parlé de Benzema, et si on a parlé de Benzema, c'est parce qu'il n'était pas en équipe de France. Et donc il y a aussi l'idée que ce collectif, enfin que l'individu, il est aussi dans cette équipe nationale. Et par exemple, je suis très étonnée aussi de voir pour Neymar. Neymar, j'ai cru comprendre qu'il s'était blessé. Et la réaction, c'est pas « Ah, il s'est blessé, le PSG va encore une fois perdre la Ligue des Champions ». C'est « Ah, il s'est blessé, c'est sa dernière coupe. C'est sa dernière Coupe du Monde ». Et donc là, on revient en fait sur cette question du collectif national. Parce que Neymar, c'est quand même la star du PSG. Enfin, bon, avec Mbappé, enfin, c'est une star de club privé. Et en fait, quand on parle de Neymar, on parle du Brésil aussi. Oui, je suis d'accord. Mais sur le premier point, sur Benzema, c'est une histoire, je trouve, passionnante. Je rêverais d'écrire une biographie de Benzema. J'ai dans mon sac, là, j'ai la biographie écrite par 2 journalistes. Mais je rêverais de faire une vraie biographie, d'aller voir d'où il a grandi, ses copains d'enfance, etc. Parce que ça a été montré malheureusement avec l'horrible affaire Pogba. Voilà, ce qu'on ne dit jamais assez, c'est que ces garçons, ces jeunes hommes qui ont grandi dans ces cités, dans des familles populaires, où on compte le sou, on compte sou par sou, tout d'un coup, avec ces salaires effectivement énormes et indécents dès 18, 19, 20 ans, ils sont l'objet
terrible sollicitation et donc la fidélité au quartier. Bon, bref. Et sur Benzema, juste dire pourquoi c'est intéressant, parce qu'il a été banni de l'équipe de France, effectivement, parce que pour raison collective, voilà, il a avec le conflit avec Valbuena, etc. Mais il a été surtout banni de l'équipe de France parce que l'entraîneur Didier Deschamps n'a pas supporté que dans un moment d'égarement, chose qu'il a mal fait, Benzema, il a déclaré au journal Marca que Deschamps avait cédé à une partie raciste de la société française en ne le sélectionnant pas. Et Deschamps, bien sûr, c'était pas ça. Si Deschamps était raciste, ça se saurait. La plupart des joueurs qui jouent au foot, voilà, depuis qu'ils ont 5 ans, voilà, c'est parce que quand même connaissent de près, ont vécu d'un tas de situations avec un tas de joueurs d'origine étrangère. Donc suspecter Deschamps de racisme, c'était malheureux et ça a été malheureusement entériné par Cantona, qui l'a dit dans le Guardian en disant que Deschamps il a un nom bien français. Moi j'ai écrit un article dans un bouquin sur le Front National, je me suis amusé à travailler de près cette histoire-là en 2016. Je ne réponds pas à votre question, mais je veux juste dire que sur Benzema c'est plus compliqué. Voilà. Oui, je pense que je n'ai pas été claire, je voulais juste te dire que sur cette question de l'individu et de l'équipe nationale, il y a l'équipe nationale, ça fait vibrer parce que oui, d'accord. Des bons joueurs, mais aussi bien sûr. Parce qu'il y a un drapeau, il y a, oui, il y a voilà. En France, au Brésil, bien sûr. Il y a un très beau texte du sociologue Norbert Elias qui a fait un très beau texte sur la sociologie du sport. Donc, Norbert Elias, qui est un des grands fondateurs de la sociologie du monde au XXe siècle, dit que les matchs de foot, les grandes compétitions internationales dans le sport, notamment le foot, miment la guerre des nations. Mime, c'est pas une guerre. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses de vraies là-dedans. Et c'est assez intéressant. Moi, ce que j'aime bien, pour dire les choses, parce qu'on est Coupe du Monde, je suis un peu comme ce téléspectateur croqué par Soulcier, mais j'essaie de regarder un peu quand même. Ce que j'aime bien, c'est effectivement, il peut y avoir un nationalisme bon enfant. Hein. Les supporters, ils ne sont pas tous en train de... Je trouve que... Et on voit apparaître dans les Coupes du Monde, là, quand on a vu apparaître la Corée du Sud, là, par exemple, le Japon, il y a quelques années, même le Japon, c'est un football que j'aime beaucoup. Voilà, on voit... c'est des moments de découverte des autres nations qui ne sont pas que des moments de pur chauvinisme. Je trouve que, ne serait-ce que les comptes rendus des journalistes qui font bien leur boulot quand ils vont écouter les supporters, je trouve que ça gagnerait à être davantage mis en avant par les télévisions. Il y a l'aspect des matchs, mais on aimerait que TF1 ou que France 2, même s'ils n'ont pas les droits télé, fassent des commentaires. Voilà, qui sont ces supporters qui sont allés au Qatar, supporter l'Équateur, supporter le Canada, supporter... Qu'est-ce que j'aimerais, moi, comme reportage bien fait sur qui sont ces supporters de ces équipes nationales qui ont dépensé 4 000, 5 000, 10 000 euros pour aller supporter leur équipe. Ce serait intéressant. Et je suis d'accord avec vous sur le côté étendard national, monsieur. Il y avait un monsieur qui voulait poser des questions. Juste une autre question sur le rapport ou la comparaison qu'on peut faire entre le football et le basket. Finalement, est-ce que le basket ne pose pas exactement... Exactement, oui. Absolument. Et j'ai parlé sur les datas. Le basket est très en avance sur les statistiques en permanence. Moi, je ne suis pas un spécialiste du basket, mais je regarde de temps en temps. C'est un sport extrêmement intello. C'est-à-dire que les entraîneurs sont des joueurs d'échecs. Hein, il y a sans arrêt des attaques placées, etc. Et donc, ils ont recours en permanence. Et c'est ce qui n'était pas le cas du football. Le football s'est mis très lentement à cette question-là, hein, de statistiques, l'usage des statistiques fines pour changer les techniques de jeu, les systèmes de jeu. Le basket est très, très novateur et le handball derrière. Et le football arrive bien arrivé. Et le basket est tout à fait... novateur, sans compter que le basket, la NBA, comme vous le savez, c'est une ligue fermée. Et donc c'est un avenir probable du football européen, fonctionné par ligue fermée. Vous n'êtes pas emmerdé, entre guillemets. Vous avez l'argent qui les meilleures équipes jouent. C'est un avenir économique pour certains clubs. Oui, j'avais posé une question à Brian Fontaine, qui m'a redirigé vers vous. Ah, la traîtresse. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre, à l'époque, des équipes dont les joueurs étaient professionnels et syndiqués et des joueurs qui ne veulent pas descendre d'un bus? Ah. Par rapport au droit de grève, est-ce que c'est plus un caprice
Alors là, j'aurais une réponse facile. Je vous renvoie à mon livre. Alors, non, c'est pas ça, mais en fait, j'ai fait ce livre en partie parce qu'il y avait parmi toute l'hystérie des commentaires, ces 3 semaines, on n'a parlé que de ça, il y a eu 2 commentaires avisés. Le premier, c'était Bernard Thibault, à l'époque secrétaire général de la CGT, qui a dit « Ah, enfin une bonne grève ». Voilà. Et Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, avait dit un peu la même chose en disant « C'est une grève qui a marché ». Donc, j'ai fait un livre entier pour essayer d'expliquer contre l'espèce de bulldozer médiatique qui a cloué au pilori ces joueurs, qu'en fait, ils avaient des raisons de faire grève et il suffisait que les journalistes lisent le communiqué de presse, lu, comme vous le savez, par Domenech, parce que les joueurs ont refusé, il a pris le communiqué, et c'est Domenech lui-même, la seule erreur qui se reconnaît à l'époque, d'avoir lu le communiqué de grève. Et le communiqué de grève dit, noir sur blanc, on a fait grève parce que, Anelka a été débarqué sans coup férir, il n'a pas pu se défendre, et deux, très important, on est scandalisé par le scoop de l'équipe qui a trahi un secret de vestiaire, ça ne se fait pas. Donc, ils ont fait une grève de solidarité par rapport à un joueur qu'ils ont trouvé injustement sanctionné, et que la vraie sanction qui aurait dû émaner de la Fédération française sportive, en tout cas la vraie réaction, aurait dû être de condamner cette une de l'équipe, célébrissime, l'équipe 700 000 exemplaires ou 600 000 collector, va te faire enculer, sale fils de pute. Et pour l'anecdote, en 2018, Anelka, et en 2011, les joueurs de foot font grève, la grève du bus, ça vous dit quelque chose? Et la une de l'équipe, c'est la grève du bus, ils font grève parce qu'Anelka a refusé de s'excuser par rapport à ce qu'il aurait dit à Domenech, et c'est l'équipe qui révèle un samedi matin, sainte colonne à la une, que Domenech, Anelka aurait dû à la mi-temps du match France-Afrique du Sud, il aurait dit à Domenech, l'entraîneur, donc on voit Anelka, photomontage, avec un regard noir, visant Domenech, photomontage, costume, cravate, et il dit à Domenech, va te faire enculer, sale fils de pute. Et 8 ans plus tard, dans un documentaire de Canal+, et ça je trouve ça génial, on apprend par Domenech qu'en fait, Domenech révèle ce qu'il a entendu bien sûr, à savoir, va te faire voir avec ton équipe de merde. Et moi j'ai fait 2 articles dans AOC Média et dans Sud-Ouest pour raconter cette histoire, en disant, mais comment expliquer qu'on soit passé de la vraie expression « va te faire voir avec ton équipe de merde », c'est pas très joli, on peut faire mieux, etc., à une de l'équipe qui provoque un coup de téléphone de Nicolas Sarkozy à 7h15 du matin, le samedi matin, en réveillant le petit professeur d'anglais dont se moquait le conseiller d'État Thierry Hesse, qui était Jean-Pierre Escalette. Hein, donc c'est quand même extraordinaire. C'est pour ça que là où j'ai fait ce livre, très à la nation, pour raconter ça, mais pour répondre à votre question, bien sûr, ils ont fait une vraie grève. C'est pas des débiles, ce ne sont pas des idiots culturels, les joueurs de foot. Ils ne sont pas trompés d'adversaire, c'est Domenech qui a mis le truc. C'est Oui. lui qui était tapé, c'était la Fédé. Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est que donc voilà, ils ont les joueurs de foot, c'est comme n'importe quel agent social, ils ont de la jugeote, ils savent simplement, effectivement, ils sont représentés de manière tellement, on les représente tellement comme des gens qui n'ont pas de jugeote que on pense que moi je donne toujours cet exemple que j'adore, vraiment que j'adore, parce que dans le bouquin La trace à la nation, il y a un chapitre entier sur les enfants d'immigrés algériens dans le foot, et donc je compare Mustapha Daleb, le petit prince du Parc des Princes, Mustapha Daleb, origine algérienne, génération, Zidane et Benzema. Donc je fais une comparaison de 3 portraits sociologiques de ces enfants d'immigrés. Et j'ai lu donc à l'époque les 3 biographies, y compris la non autorisée de Zidane. Et on s'aperçoit dans ces 3 biographies de Zidane, et tous les articles sur Zidane, je les ai dans mon ordinateur, et je les ai lus. On s'aperçoit qu'en fait, Zidane, pendant très longtemps, c'est un taiseux. Il ne dit pas un mot, il ne parle pas aux journalistes. Et je fais l'hypothèse, parce que je n'ai pas rencontré Zizou en personne, ZZ, je fais l'hypothèse que c'est très lié à son histoire scolaire. C'est un enfant, un jeune, comme beaucoup d'enfants de cité, pas tous, mais une partie d'entre eux, qui n'a pas fait d'études, qui n'était pas bon à l'école, qui n'aimait pas l'école, qui même détestait l'école.
Donc ascolaire, antiscolaire, tout ce que vous voulez. Et avec voilà, un sentiment comme beaucoup de gens, voilà, des blessures scolaires, cicatrices scolaires, etc. Ce qui fait que dans ces cas-là, la plupart des gens qui ont ces parcours scolaires vont, face à l'extérieur, y compris en conférences de presse et autres, ils vont se réfugier dans le silence. C'est un processus sociologique classique. Et 15 ans plus tard, à 42 ans, Zidane obtient le master de la célèbre école de Limoges de formation des cadres du football. Et là, il fait un long entretien fleuve dans l'Équipe Magazine, absolument passionnant. Et là, on découvre un autre Zidane, complètement transformé. Parce qu'il a 42 ans, il a plus 19 ans, 20 ans, il a 4 enfants, et il est ce qu'il est, il n'est pas encore entraîneur de Madrid. Et puis, il a été certifié, adoubé par le système scolaire qui lui a accordé un master, et les profs d'économie et de droit de ce fameux centre d'économie du sport de Limoges ont tous dit « Zidane, quel élève génial !» Mais bien sûr, à 40 ans, et c'est ce que je dis à tout le monde, voilà, l'école de la deuxième chance, de la troisième chance, etc. On est dans un système social en France où on est jugé à partir de ses diplômes principalement. Voilà, ben ces footballeurs-là, pour la plupart, à part Lisa Razou, qui est par hasard commentateur télé, qui a son bac D et qui fait section STAPS quand il est apprenti pro aux Girondins de Bordeaux, fils d'ébéniste de Hendaye. Voilà, la plupart des joueurs de foot, ils n'ont pas eu le temps de faire des études, donc ils peuvent apparaître comme effectivement un peu maladroits dans leur expression, etc. Mais il faut leur laisser le temps de se développer, bien évidemment. Alors, je saisis la perche que vous m'avez tendue il n'y a pas longtemps, en faisant le parallèle avec le basket, un sport dont je suis un peu plus spécialiste que le football, et on peut effectivement faire le parallèle et voir peut-être l'avenir du football aussi, si en cas de création de cette fameuse ligue fermée dont on parle et reparle. Côté basket, donc on a la NBA qui regroupe maintenant énormément de joueurs français. Tony Parker, qui est sans doute le plus célèbre, pour jouer en équipe de France, a dû convaincre sa franchise et payer lui-même l'assurance, hein, parce qu'effectivement, en cas de blessure avec la sélection nationale, c'est mal vu par son club qui l'embauche. Donc ça a été le premier fait marquant dans ces relations entre sélection nationale et club. Et pour revenir aux difficultés que peut rencontrer un sélectionneur, parce qu'effectivement, je crois qu'on parle plus de sélectionneur que d'entraîneur pour les sélections nationales. Et c'est vraiment toute la différence, c'est que les fenêtres internationales sont très courtes et effectivement les joueurs se regroupent dans un temps hyper réduit. Et dans le cas du basket, Vincent Collet, qui est le sélectionneur de l'équipe de France actuellement, est confronté à des difficultés assez incroyables et il fait un boulot formidable parce qu'on a effectivement les grands événements, championnat du monde, Jeux Olympiques, qui là regroupent les meilleurs joueurs, y compris ceux de la NBA. Et puis on a toute la phase de sélection, de qualification pour ces événements-là. Et au basket, on en est arrivé au point qu'il y a non pas une équipe de France, mais je dirais trois, presque 4 équipes de France, parce que ce ne sont absolument pas les mêmes joueurs qui jouent pour les phases qualificatives et ceux qu'on va retrouver pour les événements qui seront mondialement vus. Donc peut-être que le football subira la même évolution. En fait, je n'ai pas de commentaire à faire. Votre exposé était pas limpide. Vous avez tout bien dit, parfaitement. Merci. J'avais une question sur vous avez parlé d'amour du maillot et de transfert. Et je voulais demander si cette notion de mercenaire était déjà présente historiquement avant que j'ai l'impression qu'on dit souvent que maintenant c'est un peu business. Mais je repense au transfert de Maradona à Naples, qui à l'époque, 10 millions d'euros, c'était le plus grand transfert de tous les temps. Et du coup, est-ce que cette notion-là de mercenaire et de business, elle n'existait pas déjà avant, mais elle était juste pas possible? On ne disait pas le mot, effectivement, mais on critiquait beaucoup, hein, que vous avez cité à juste titre Bosquier et Carnu. Qu'est-ce qu'ils ont pris
ça a été énorme, effectivement, ce séisme de départ de ces joueurs de Saint-Étienne pour Marseille. Donc il y avait aussi une pression sociale très forte parce que c'était le turnover des joueurs n'était pas comme ça. Donc le mot mercenaire, on pourrait dire, il symbolise, parce que je l'ai utilisé, il symbolise le fait que les joueurs sont de passage dans un club et ils sont parfois non seulement de passage, mais je prends l'exemple que j'ai trouvé super dans la biographie, très bonne biographie de Desailly. Je ne sais pas qui était l'auteur de cette biographie. Il y a une bonne biographie de Boli par Askolovitch. Et la biographie de Sailly raconte comment il est happé par Tapie pour aller signer au Milan AC parce que c'est tant d'argent qui reviennent et il n'a pas le choix. C'est Tapie qui l'emmène et qui prend l'avion et qui dit maintenant, Coco, Marcel, tu vas jouer au Milan AC. Donc, mercenaire, effectivement, c'est un mot qui est dépréciatif, péjoratif, etc. Mais ce qui est intéressant, justement, pour éviter la stigmatisation, c'est de montrer comment ça s'inscrit dans ce marché du travail très particulier et très, très changeant, avec ce rôle que je n'ai pas assez développé, mais peut-être que Richard Duhautoy l'a fait, bien sûr, ce rôle majeur des agents. Ce sont eux qui font les marchés. Et tout ce que dit aussi aujourd'hui, ce que vous savez sans doute, c'est que les joueurs les plus célèbres sont des petites entreprises qui, quand ils débarquent à Madrid ou à Milan, ils emmènent parfois leurs cuisiniers parce qu'aujourd'hui, le grand enjeu, c'est ce qu'on appelle la récupération invisible et on a découvert le poids de la diététique, etc. Donc les joueurs qui ont souvent des mauvaises habitudes alimentaires, les pizzas, machin, etc., les agents leur disent maintenant tu arrêtes tes conneries au niveau alimentation, tu prends un cuisinier. Donc vous avez un joueur de foot qui a son kiné, son cuisinier, son conseiller image, tellement voilà, quand vous avez 600 000 ou 800 000 euros par mois, vous avez de la marge pour payer votre cuisinier. J'avais juste une autre question aussi, plus personnelle, on va dire. Je pense que vous avez regardé la série sur Netflix qui s'appelle The English Game. Oui. Et aussi sur votre... Vous posiez la question dans votre diaporama de savoir si c'était utilisable les data dans le foot sociologiquement. Et je voulais savoir votre avis là-dessus. J'avais entendu Xavi, l'entraîneur, qui disait... après avoir vu que tel joueur avait fait 99% de passe réussie, savoir si passe réussie c'était une bonne passe. Est-ce que une data c'est une bonne data? Je répondrai sur les data à la première question, je ne sais pas trop, mais sur les data, effectivement, je pense à comment, quand on est sociologue, comme vous le savez sans doute, on essaye pour être pris au sérieux, quoi. On est une science sociale, c'est d'objectiver la réalité sociale avec des données fiables. Et ces données des passes, du kilomètre, etc., je pense que ça vaudrait le coup d'être travaillé avec des traits croisés, des tableaux croisés, des logiques de causalité. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à inventer au niveau méthodologique avec ces données statistiques sur le foot qui sont très importantes et qui sont, à mon avis, intrigantes. Et aussi voir, par exemple, les joueurs qui courent le plus. Ça serait intéressant de comprendre aussi à partir de leur trajectoire ceux qui... Bon, par exemple, N'Golo Kanté, c'était celui qui courait le plus. Et j'ai oublié de parler de ça, j'ai oublié de parler des termes. Hein. C'est un terme que je voulais utiliser pour la fin. Là. On dit le football est très hiérarchisé dans un collectif. Il y a les match winners, il y a ceux qui gagnent, ceux qui marquent les buts, il y a ceux qui font les passes D. Et puis il y a un terme qui est très utilisé, mais de manière péjorative, mais qui est très important, c'est les porteurs d'eau. Les milieux de terrain qui font relayer les balles. Par exemple, Deschamps, on a toujours moqué sa technique. Non, c'était un très bon joueur. Il était bien sûr étiqueté comme porteur d'eau, qui courait comme N'Golo Kanté partout, mais il avait aussi une très bonne technique individuelle. Mais dans l'imagerie collective, aujourd'hui, quand les gens vous parlent de Deschamps, ouais, c'était un bourrin, c'était un faiseur de foot, les foot tactiques, vous avez ça aussi aujourd'hui. Dans le football, pensez ça, un joueur de foot qui, avant la surface de pénalty, qui empêche une action dangereuse en faisant un tacle et en ne récoltant pas un carton rouge parce que c'est pas le dernier défenseur, mais qui empêche une action. Voilà, c'est d'un point de vue de l'éthique sportive, c'est extraordinaire de voir comment ça s'est imposé comme naturel. Alors que bien évidemment, je serais commentateur de foot, je dirais bien sûr ça mérite carton rouge puisque c'est contre l'esprit du jeu. Et ça c'est particulier au football. Au rugby, vous auriez des actions aussi antisportives, vous auriez forcément un carton rouge. Alors qu'au foot, on se permet, on dit faute tactique. Ah, quelle belle faute tactique. On magnifie la belle faute tactique défensive d'un joueur qui empêche un but à l'extérieur des surfaces de réparation. Ne serait-ce que ça, c'est extrêmement choquant, je trouve, et symbolique de ce que peut devenir ce sport. Bonjour. J'avais une question par rapport à ce que j'ai pu entendre sur le besoin de faire nation, y compris avec le sport.
Je reste debout, ça ne vous gêne pas? J'en ai marre d'être assis. Je pense que Ah oui. c'est une question que vous avez déjà posée, mais sur parce qu'il y a la question du boycott qui a un peu fait sa place, Oui. plus qu'à d'autres mondiales en fait. Dans les pays européens et en France notamment, pas ailleurs. Oui. Donc voilà, savoir un peu comment interpréter cela, parce que c'est vrai qu'il y a, comment dire, je pense en effet des tensions qui sont justement par rapport à justement le soutien ou non à cette organisation, à cet événement. Donc voilà, savoir comment on peut interpréter ça, parce que c'est vrai que d'un côté il y a ce besoin de faire cohésion, et je me suis souvenu je crois que c'était Francis Fukuyama qui disait dans la fin de l'histoire que justement, d'une certaine façon, la fin des conflits armés, des conflits entre nations, avait trouvé dans justement les équipes nationales et leur confrontation une certaine nouvelle façon de se confronter, de trouver de la cohésion. Enfin, je schématise, je pense que c'est pas forcément très précis ce que je dis, mais en tout cas voilà, comment comprendre cette question du boycott Alors, c'est une question énorme, mais en fait c'est une question aussi de politisation du football en France. J'ai dû mettre un extrait sur voilà, un beau sujet de maîtrise, Mediapart et la question du football. Comment Mediapart traite les questions du football? Il le traite principalement à partir des scandales qui sont nombreux, l'affaire des quotas du PSG, etc. Donc vous avez en France, il reste une presse de gauche et il reste aussi un très fort fond militant anti-foot que je peux comprendre. La France avait été en pointe sur le boycott de l'Argentine en 1978. Donc on a voilà, une partie de la gauche française qui est très mobilisée sur ces questions-là pour des raisons que je comprends tout à fait. Hein. L'argument qui est seriné depuis 40 ans par Jean-Marie Brome et Perelman, etc., qui nous insultent tout le temps en disant que vous êtes des sociologues voilà. Mais voilà, l'idée de dire qu'effectivement on parle trop du foot et qu'il y a d'autres sujets, je trouve que c'est une vraie interrogation. Moi, je ne suis pas naïf. Hein, donc le boycott qui est fort en France, en tout cas au début, je pense que ça renvoie au fait qu'une partie de la société française, et notamment les militants, ne supportent pas cet étalage d'argent et effectivement contestent, ce qui est tout à fait contestable, ce qui s'est passé au Qatar, les milliers de morts. Voilà, donc pour moi, ce mouvement de boycott, il est sain, entre guillemets, parce qu'il émane d'une société qui reste encore politisée et qui ne veut pas négliger ça. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter, ouais, votre analyse était juste. Mais d'un certain côté, il y a aussi ce besoin, c'est un peu ce que vous avez dit sur la caricature, c'est qu'en fait, oui. d'une certaine façon, on ne va pas forcément y arriver. Non, voilà. Oui, parce que c'est aussi des sujets de discussion, etc. Les gens parlent au travail et ailleurs. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les questions, pour votre écoute, etc. C'est très sympa. Merci. Merci beaucoup à vous, c'était passionnant. Merci beaucoup.